Elle m'a dit qu'elle voulait regarder le ciel pour voir s'il allait pleuvoir cette journée-là. J'ai regardé le ciel et j'ai dit à papa, « Papa, il y a quelque chose là. » Je n'y ai pas prêté attention. Elle a répété, il y a quelque chose dans le ciel. Et il a dit, ce n'est que le soleil. Et il a regardé à nouveau, et là, il l'a vu. C'est alors que je l'ai remarqué. Comme je le regardais, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cela? Sur la bande vidéo, on peut entendre Brandy discuter avec son père de ce qu'elle voit. « Papa, est-ce qu'un vaisseau spatial peut grossir comme ça? » Tim Edwards a filmé pendant plus d'1 heure, n'interrompant son tournage que pour appeler sa femme, ses amis et les autorités locales. Selon le directeur du Colorado UFO Network, Mike Curta, l'objet filmé par Tim aurait été vu par un grand nombre de témoins de la région. 7 témoins oculaires ont téléphoné au département d'astronomie de l'Université Boulder, au Colorado, entre 12 et 18 heures après le tournage du vidéo de M. Edwards. De plus, environ 1 heure avant que M. Edwards ne filme l'objet, soit à 9h30, 2 hommes qui faisaient du jogging à Grand Junction à 400 km de là ont vu le même objet survoler l'endroit à grande vitesse. À Phoenix, en Arizona, un objet similaire a été filmé par un certain Tom King. C'est le vaisseau. Voici le vaisseau principal. Ces similitudes avec la bande vidéo d'Edwards sont évidentes. Je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait être avant de le montrer à d'autres personnes qui m'ont dit « Tu as filmé la même chose que Tim Edwards ». J'ignorais à ce moment-là ce qu'il avait filmé. Tout ce que je savais, c'est qu'il avait vu un gros cylindre. Je n'avais pas encore visionné sa bande vidéo. En comparant les deux vidéos, nous pouvons voir à quel point les deux objets sont similaires. Pour Curta, le film d'Edwards est l'un des témoignages les plus crédibles qu'il a vus. Le premier témoin était une petite fille de 7 ans. Les fillettes de cet âge n'inventent pas des histoires de ce genre. Le fait que l'objet ait été observé à la lumière du jour est aussi remarquable. Ce film est du même calibre que les meilleurs films et les meilleurs témoignages enregistrés à ce jour. Je dirais qu'il se classe aisément parmi les 10 meilleurs. Jusqu'à maintenant, nous parlons d'un objet volant non identifié. Mais cet objet peut-il être identifié? Tim Edwards a envoyé sa bande vidéo au Village Laboratories de Phoenix. Cette compagnie se spécialise dans le traitement de l'image depuis les années 70. Elle a déjà travaillé avec le Jet Propulsion Laboratory lors de la mission Voyager de la NASA. Le président de la compagnie, Jim Diletoso, a soumis la bande vidéo à une série d'analyses. Quand nous analysons une bande vidéo, nous devons prendre cette image à basse résolution, la digitaliser et ensuite y étudier ce que nous pouvons y voir, enlever les parasites vidéo et rechercher des données. En tenant compte de la position et de l'angle de la caméra, de ses caractéristiques optiques et des dimensions connues des autres objets apparaissant dans le cadre, Diletoso est parvenu à tirer des conclusions étonnantes à propos des dimensions de l'objet et de son altitude. Nous croyons que l'objet mesurait près d'1 kilomètre de long, de 700 à 800 mètres, et que son altitude était de 22 800 mètres. 22 800 mètres représente 22 kilomètres. 800 mètres, c'est comme 2 tours Sears mises bout à bout. Un énorme objet. Son analyse par ordinateur a aussi permis de découvrir des lumières qui se meuvent dans l'objet. Cette analyse révèle qu'il y a définitivement une structure liée à ces lumières. Les données semblent supporter le concept qu'il s'agit de lumières qui bougent avec des schémas précis et avec une intention précise. Elles vont dans une direction, puis reculent. Leur luminosité semble corroborer les dires des témoins. Les plus étonnantes encore est la similitude de l'objet filmé par Tim Edwards et celui décrit par des témoins oculaires en 1917 à Salida. Des témoins qui ont aperçu un ovni dans la même semaine, 78 ans plus tôt. Je me suis dit, mon Dieu, ça recommence. La journaliste Arlene Chauvold a trouvé les comptes rendus de l'observation de 1917 dans les archives du journal local de Salida. Le révérend Oakley, qui l'a examiné au télescope une nuit, dit qu'il a pu discerner un objet ressemblant à une roue. Comme la roue se déplaçait ou tournait, des lumières multicolores apparaissaient. Cet article pourrait presque décrire ce qui s'est passé en 1995.
Nous pouvions clairement voir 2 rangées de fenêtres sur l'objet et une séquence de lumière pour la rangée du haut et du bas. Une séquence de rouge allant vers le vert pour revenir au rouge sur toute la surface de l'objet. Le fait qu'en 1917 et en 1995, à 78 ans d'intervalle, à Salida, au Colorado, au milieu de nulle part, 2 personnes de confiance aient décrit le même objet, je crois qu'il s'agit là d'une fantastique coïncidence. Mais pourquoi un ovni reviendrait-il au même endroit dans la même semaine à 78 ans d'intervalle? Et si le moyen de locomotion de ces larges objets pour venir sur notre planète impliquait des coordonnées précises, un endroit où se trouveraient des propriétés physiques particulières, une polarité, une résonance, un magnétisme particulier, quand tous les éléments y sont, c'est là qu'ils arrivent. Il pourrait y avoir une balise interstellaire, naturelle ou artificielle, présente dans les Rocheuses. La plupart du temps, Tim Edwards est à l'extérieur avec sa caméra, tentant de capturer un autre objet inexplicable dans les cieux. Après tout, les légendes indiennes racontent que cet endroit est une fenêtre vers d'autres mondes. Le mot espagnol Salida signifie pont. La ville de Salida est-elle un pont d'où nous observent des visiteurs inconnus, ou est-ce une escale pour des ovnis en route vers d'autres destinations? Il faudra peut-être attendre un autre 78 ans pour savoir. Les annales akashiques sont la mémoire de notre matrice. Les annales akashiques, c'est un éther qui a des capacités d'enregistrement sous forme de cristaux. Nous avons tous un corps éthérique et dans ce corps éthérique, il y a entre autres un éther enregistreur qui contient toutes les mémoires de nos vies antérieures. Quand il arrive un accident ou que les gens vivent un événement subit, proche de la mort, ils voient souvent défiler leur vie. C'est parce que leur corps éthérique se détache, se libère et que la conscience de veille communique avec lui. Cet éther enregistreur dans le corps physique constitue les propres annales akashiques de la personne. Par ailleurs, il est à noter que la mémoire est la fonction de cet éther et non du cerveau. Les annales akashiques sont toujours stockées dans la dimension centrale d'une matrice. Les initiés appellent cela le cœur métagalactique.
C'est donc dans la 8e dimension qu'elle se trouve, 7 avant, 7 après, pour un total de 15, c'est donc bien la dimension centrale. Quiconque a suffisamment activé son ADN peut donc y accéder. Les annales akashiques sont un immense et incommensurable enregistrement multidimensionnel et multitemporel de tout ce qui s'est passé dans notre matrice. Il est évident qu'il est impossible de tout connaître, et même si on se cantonne uniquement à la Terre et à son histoire, c'est réellement impossible de tout étudier. Il est donc nécessaire pour y accéder d'avoir au moins activé 8 brins d'ADN, mais c'est vrai aussi que tout ceci est accessible sur Terre, dans la 4e dimension. Mais ce n'est pas pour autant que c'est en libre service. En effet, est contenue ici toute la mémoire et beaucoup pourraient profiter de l'aubaine pour glaner de précieuses informations à propos de technologies puissantes, comme par exemple l'utilisation de la puissance du cristal ou d'armes sophistiquées utilisées en Atlantide. Il est donc impossible d'y avoir accès si vous avez en vous la moindre volonté ou intention, même inconsciente, de détourner ou de profiter de tout ce qui est inscrit. Il faut une intention pure et désintéressée. Des gardiens y veillent scrupuleusement et il n'y a pas de leurre ou de tromperie possible avec eux, car l'un des sens supérieurs, appelé sens de l'expansion de la conscience dans le Merkaba, permet de connaître l'intégralité de la nature et de l'intériorité de tout être se présentant. C'est une initiation véritable et il est nécessaire de travailler énormément sur soi avant de pouvoir y pénétrer. Ça ressemble au gardien du seuil dans certaines initiations. Ce sens peut ensuite permettre aux visiteurs de vivre les expériences de milliards de formes d'entités, par exemple de se concentrer sur l'humanité, la Terre, une des innombrables races de gardiens, ou alors les Étas ou les Anunnaki ou une multitude d'autres espèces. Non seulement alors vous voyez sans aucun biais possible ni distorsion leur histoire spécifique depuis leur genèse, vous pouvez aussi vivre leur intériorité, comme si vous étiez eux, et par exemple ce que ressent une entité dite déchue, c'est-à-dire beaucoup de peur, une vision de la vie qui se résume à l'exploitation et à la domination d'autrui. Ils ont aussi une peur très ancrée d'être dominés et asservis par d'autres, mais aussi du non-respect du libre arbitre. Certains ne connaissent même aucun sentiment. Ou alors, dans le cas de gardiens, vous ressentirez une sensation intense d'amour inconditionnel et d'unité vraiment bouleversante. Donc, pour accéder aux annales akashiques, il faut tout d'abord le désirer et la démarche doit être pure et honnête. Ainsi, il est préférable de s'asseoir dans un fauteuil ou de s'allonger les bras étendus le long du corps et de répéter mentalement le désir d'avoir accès aux annales akashiques suivi du mobile de votre demande. Au bout d'un moment, vous entrerez dans un autre univers, généralement tout blanc, et vos pensées, vos interrogations vous dirigeront vers la vision d'événements comme si vous y étiez. Ces dernières vous apporteront normalement les réponses aux questions que vous vous posiez. La période de méditation avant d'y pénétrer varie selon la conscience de chaque personne. Mais attention, comme dit précédemment, tout le monde ne peut pas avoir accès aux annales akashiques étant donné que l'entrée est filtrée par des êtres hautement évolués que l'on appelle gardiens. La demande doit donc être pure et n'ayant pas pour but d'assouvir de quelconques intérêts. Les sens supérieurs sont au nombre de 7, ce qui fait un total de 12 sens si l'on y ajoute les 5 sens connus de tous. Ainsi on retrouve dans les sens supérieurs la télépathie, phénomène déjà bien connu. Il s'agit de la faculté de percevoir les pensées d'autres entités et les autres aspects de la personnalité. La bilocation ou multilocation, ou possibilité de plusieurs manifestations holographiques simultanées en plusieurs endroits, dimensions voire densités différentes. Ce sens n'est réellement et totalement développé et maîtrisé que chez les avatars et au-delà. La possibilité de changer de forme de manifestation, un sens lié à la deuxième densité et donc au-delà. La faculté de projeter sa conscience, même dans un endroit éloigné et instantanément,
Ceci peut aussi se développer avec plusieurs projections simultanées sans qu'il y ait de limitation et sans que la conscience soit dans un état de confusion. Les deux derniers sens ne concernent ici que les avatars totalement réalisés, c'est-à-dire avec 12 brins d'ADN totalement activés. Donc les rishis, pure conscience lumineuse en 5e densité, et les écarts. Un de ces sens permet la démanifestation, c'est-à-dire passer de l'état d'avatar à la pure conscience lumineuse, et l'autre sens permet la manifestation d'un rishi dans les densités de manifestation. Les 4 premières, c'est la faculté de prendre une forme de manifestation. Voici donc l'énumération de tous les sens. Nous avons donc le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue, l'expansion de conscience dans les Merkaba multidimensionnelles, la télépathie, la bilocation ou multilocation ou possibilité de plusieurs manifestations holographiques simultanées en plusieurs endroits différents, dimensions ou même densités différentes, la modification de la forme de manifestation, la projection de conscience, la démanifestation et la remanifestation ou acquisition d'une forme de manifestation. Plus on développe les perceptions sensorielles supérieures, plus on développe sa conscience au niveau de sa finesse, de sa profondeur, de son étendue. Ainsi on peut découvrir des facettes cachées en soi et dans le monde. Bien sûr, tous les sens, même communs, comme les 5 premiers, peuvent s'affiner et se développer. C'est quasiment développable à l'infini et il n'y a pas une entité qui n'a de cesse de découvrir, même déjà très évoluée. Ceci image bien l'infinie richesse de la création et montre le potentiel que l'humanité possède et longtemps réprimé artificiellement. Pour développer ces sens, il est fortement conseillé de se préparer longuement et assidûment, de se purifier en totalité, à la fois des miasmes karmiques, des implants et distorsions de toutes sortes, bref, de tout ce qui peut interférer et troubler. Et vous pouvez aussi, avec cette acuité, déceler les insertions holographiques et l'intériorité, la nature réelle de toute entité. Ceci, c'est la royauté de l'humain qu'on lui a volée, mais temporairement. Depuis longtemps, la Terre est le théâtre de lutte entre entités déchues, le but étant pour elles de se l'approprier. Pour cela, elles ont besoin de prendre le contrôle des halles d'Amanti et ainsi aboutir au contrôle de notre espace temporel composé de 15 dimensions. La lutte s'est amplifiée depuis quelques années car nous traversons un cycle ascensionnel de 2000 à 2017 pendant lequel normalement doit avoir lieu le processus naturel de l'ascension dans des univers harmoniques, des densités plus élevées. Il s'agit du regroupement des différentes dimensions composant les 5 univers harmoniques dans notre matrice temporelle. Présentement, nous vivons dans la première densité, la plus dense, composée des dimensions 1, 2 et 3. Ce processus, le cycle d'activation stellaire, engendre pour simplifier à l'extrême l'infusion de 6 vagues stellaires des dimensions les plus élevées et d'autres processus, ainsi que l'ouverture des portes interdimensionnelles. Occasion aussi donnée aux entités déchues de parvenir à leur but, comme par exemple le rattachement de notre matrice temporelle à leurs trous noirs respectifs. Les entités déchues ne reconnaissent pas la source éternelle comme pourvoyeur infini d'énergie à cause de distorsions importantes dans leur ADN. Elles ne conçoivent l'existence que comme une lutte pour la domination et l'exploitation et se considèrent comme leur propre Dieu. Ces entités ont engendré de telles limitations et distorsions dans notre ADN que nous sommes depuis des éons très limités au niveau des 5 sens. Ainsi, nous sommes sujets aux maladies et à la mort. Il faut bien comprendre que notre sort n'est en aucun cas la résultante de la volonté divine, comme le prétendent certaines personnes et en particulier dans le channeling. De fait, la plupart des enseignements spirituels et des channelings comportent plus ou moins de distorsions ou sont carrément issus de ces entités déchues. Il existe par exemple les channelings de Kryéon, la Fédération intergalactique, Tobia, Ashtar Command, Sananda et beaucoup d'autres. Les entités qui se cachent derrière le channeling sont des entités déchues qui se font passer pour des entités lumineuses qui usurpent de faux noms et de fausses qualités.
Leurs messages sont souvent mièvres, à l'eau de rose, interchangeables et n'apportent aucune connaissance sur le cycle actuel traversé et les multiples changements qui l'ont marqué. Les channels permettent l'ancrage au contraire de fréquences antichristiques qui ne sont pas en base 12 et donc déséquilibrantes pour la grille terrestre par le biais de ceux qui se laissent abuser par ces messages. Les principaux groupes de ces entités déchues sont l'ensemble des races reptiliennes que sont les Drakos, Draconiens et les Tétans, les Anunnaki, les Éphéliums, les Étas, les Thotiens, des entités à aspect insectoïde sous forme de scarabées et des puissants Boudaras ayant l'apparence d'araignées. Ces entités sont elles-mêmes en compétition et s'allient parfois lorsqu'elles en ont intérêt. Heureusement, la plupart des entités sont restées fidèles à la source et nous aident en conjonction avec les initiés sur Terre et tous ceux qui ont une activité spirituelle authentique sur la Terre. Cela permet de contrecarrer les plans de domination des entités déchues. Elles portent le nom générique de gardiens en rapport avec leur mission de sauvegarde de monde, dans le respect du libre arbitre jusqu'à un certain seuil. Ces derniers vivent avec des principes d'amour inconditionnel, avec un respect absolu de l'intégrité et de la liberté souveraineté de toute entité, quelle qu'elle soit. Pour en revenir au cycle actuel, les distorsions ont été telles et la matrice temporelle risquant de tomber aux mains des envahisseurs qu'il y a eu un déclenchement naturel de réinitialisation concernant toute cette partie de la création. La réponse auto-immune de la source a commencé en 2003 avec le processus explosion stellaire qui se terminera le 21 décembre 2012. Ceci s'est déclenché à cause du dépassement d'un certain seuil de fréquence antichristique. Mais récemment, ce processus explosion stellaire a attiré un groupe d'entités déchues très puissantes, capables de détourner ces énergies à leur profit. Il s'agit des Tétans, en provenance de Theta Orion. Ceci a eu pour conséquence de déclencher un autre processus de réinitialisation, appelé feu stellaire, beaucoup plus puissant et irréversible. Il s'est déclenché en 2005, et la période initiale d'ascension a donc été repoussée jusqu'au maximum 2047-2051. Pour simplifier, ceci aura pour effet de scinder toute forme de vie et de matière par l'infusion de fréquences directement en provenance de la source, appelée rivière cristal. Les formes de vie portant trop de distorsion pour être guéries et les autres seront séparées. Actuellement, les portes interdimensionnelles permettant l'accès aux dimensions supérieures ont été fermées, mais certains portails restent actifs et sont sous le contrôle des entités restées fidèles à la source. Ceci pourra permettre, par l'inspire divin anticipé lié au second processus de réinitialisation, la possibilité pour beaucoup d'entités de pouvoir y participer. D'autres vivront dans un univers clos sans possibilité d'ascension et donc d'évolution, mais selon les principes christiques, c'est-à-dire sans risque d'intrusion et de domination, ce qui engendrera pour elles une très longue existence heureuse mais non éternelle. Enfin, les entités les plus déchues seront contraintes de fermer tout lien avec notre univers, de peur d'être transformées en poussière cosmique, car portant trop de distorsions karmiques et d'ADN. Quelques informations précises sur les technologies massives que sont Gravitron et la technologie seuil, dit Threshold en anglais. Toutes ces technologies, Threshold et Gravitron, font partie d'un ensemble qui est appelé la bête. Ces dernières ont occasionné une inclinaison de l'axe de rotation terrestre de 23,5 degrés. La technologie seuil est employée par les reptiliens Tétans. Dans un premier temps, il faut savoir qu'une autre technologie très puissante fut mise en route par une autre faction d'entités appelée Boudaras, entité ayant la forme d'araignée. Ces dernières surclassaient en puissance toutes les autres entités plus connues comme par exemple les Anunnaki. La bête a été initiée il y a 3570 milliards d'années par les Métatrons et plus précisément les Boudaras. Pour le localiser, le réseau de vortex Gravitron était relié à notre système solaire entre le Soleil et la Terre. Globalement, Gravitron inverse une structure primordiale située bien en dessous du niveau atomique qui est appelé germe-démon. Pour schématiser de manière très simplifiée, Gravitron, c'est un gigantesque harnais.
comme un collier magnétique qui récupère une spirale naturelle énergétique de la Terre pour la transformer en un ensemble de vortex. Ceci entraîne la création d'un champ magnétique artificiel qui engendre entre autres une gravité beaucoup plus importante même dans notre densité. Tous ces vortex gravitrons engendrent et maintiennent une configuration particulière appelée pomme empoisonnée. Pomme qui fait ici référence à la Terre. Une thématique d'ailleurs abordée dans Blanche-Neige et les 7 nains. Les Walt Disney regorgent de références cachées. Donc pomme empoisonnée, c'est le maintien de l'axe artificiel de rotation dans cette configuration modifiée de 23,5 degrés. Ensuite, tout ceci fait partie d'un plus vaste réseau appelé Philae et qui est ancré à Mexico dans les temples mayas et qui cause de plus en plus de tempêtes depuis qu'il a été activé en 2005. Toutes ces technologies ont pour but d'emprisonner la Terre et tout ce qui y vit dans cette densité, d'en prendre le contrôle et but ultime de l'absorber dans la matrice fantôme. Cette dernière est manifestée dans notre densité par le massif trou noir dans la Voie lactée qui est cette gigantesque matrice fantôme. Plus récemment, les Tétans ont passé la quasi-totalité des 150 dernières milliards d'années dans cette matrice fantôme reptilienne. Ils sont réapparus récemment, attirés par les énergies du cycle actuel, et en particulier celles issues du premier processus de réinitialisation qu'ils peuvent détourner à leur profit. Le mot le plus approprié concernant leurs actions est anglais. Ils ont overridé et pris le contrôle de la technologie Boudara, appelée Gravitron, et ont permis le déclenchement naturel du deuxième processus de réinitialisation appelé feu stellaire, celui-ci beaucoup plus puissant et irréversible. Ceci a aussi engendré l'intervention de gardiens extrêmement évolués, très proches des niveaux fractals de la source, et qu'aucune entité déchue, même les plus puissantes comme les Tétans, n'aurait l'idée même infime de s'y opposer. Pour comprendre leur objectif actuel, les Tétans n'ont pas pour but d'empêcher la plus grande partie de l'humanité et des autres règnes sur Terre, animaux, végétaux, minéraux jusqu'aux élémentaux. C'est pour ça qu'il est préférable de retarder au maximum le déroulement final du processus feu stellaire jusqu'au maximum 2047-2051, mais ceci peut aussi se dérouler à tout moment à partir de la fin du processus explosion stellaire, c'est-à-dire après 2012 et dans d'innombrables planètes de notre matrice. Les Tétans ont donc le choix entre plusieurs voies. Ils peuvent suivre le processus de feu stellaire pour se rapprocher vers des niveaux fractals plus proches de la source où il n'existe pas de distorsion. Mais ils ont plutôt pour but de prendre la direction de notre voie avec pour objectif un contrôle total. Il s'agit d'une voie appelée Kal souverain, c'est un monde qui n'a plus de possibilité d'évolution, dont toute mémoire antérieure est effacée. La troisième et dernière voie, c'est la chute dans la matrice fantôme, celle des reptiliens. Néanmoins, beaucoup d'entités déchues demandent aux gardiens, de peur de tomber sous le contrôle inéluctable et irréversible et vraiment peu enviable des reptiliens. Évidemment, une pseudo-vie d'esclave dans une matrice fantôme sans possibilité de sortie de cet état et sans évolution possible, pouvant durer une éternité tant que la matrice fantôme trouve à se nourrir en énergie, c'est forcément pas très attractif. Pour en revenir à la technologie Seuil, même si elle a pour objectif anticipé de prendre le contrôle avant que ce monde ne soit souverain, elle nous touche tout de même par ses effets. Cette technologie a été déclenchée dans la semaine du 21 au 28 mars 2006. Néanmoins, cette technologie est connue depuis longtemps et a déjà été utilisée dans le passé. Cette technologie se manifeste comme une spirale appelée spirale serpent, conduisant à la formation de ce qui est appelé étoile de la mort, perception transmise de façon allégorique par l'initié George Lucas dans La Guerre des Étoiles. Évidemment, ça n'a pas la même configuration et ce n'est pas une planète artificielle habitée comme dans le film, mais ce qu'a voulu transmettre de façon cachée George Lucas, c'est son énorme potentiel de distorsion et de destruction. Bien sûr, on y retrouve la lutte entre entités qui ont suivi la pente de la déchéance, de la domination et de la destruction, et ceux qui luttent pour la liberté et l'émancipation, idées véhiculées dans de nombreux films. Donc cette étoile de la mort, dans des termes plus techniques, c'est un cristal électromagnétique hexagonal ultra puissant
capable de transformer toute la structure anatomique subtile, et en particulier ce qui est appelé corps cristal. Cela le modifie encore métatronique pour le mettre en phase avec une chute dans une matrice fantôme. Cette technologie est appelée technologie seuil car ça se manifeste comme une grille entre les niveaux atomiques et éthériques qui récupère les énergies issues de la première réinitialisation, appelée spirale cristalline de vie, transformant tout en état métatronique de déchéance. Ça peut donc détourner toute structure moléculaire dans la matrice. A noter que la spirale serpent est une spirale finie, reliée à la spirale issue du nombre d'or, le nombre d'or qui est une distorsion. Nous reviendrons plus tard sur les spirales finies, comme celle de Fibonacci et du nombre d'or, et sur la spirale évolutive ouverte, dite christique. Cette spirale serpent, donc la technologie seuil, n'a pas d'existence propre et ne peut exister qu'en s'attachant et en détournant la spirale cristalline de vie, d'où l'activation de cette technologie à ce moment du cycle. Voilà pour ces quelques explications concernant les technologies reptiliennes. Nous allons aborder ici les principales entités intrusives qui ont marqué et qui marquent encore l'histoire de l'humanité, avec notamment leurs associations avec des cultes, des divinités, des personnages historiques, des mouvements présents, les falsifications opérées dont certaines sont très populaires. Nous rentrerons aussi dans le détail de certains conflits majeurs entre les gardiens et certaines entités intrusives. Il est en effet obligé de recourir à certains extrêmes de temps en temps, non sans avoir essayé par tous les moyens d'apaiser la situation du côté des gardiens. Sinon, les entreprises destructrices de certaines entités ne pourraient être arrêtées quand elles sont d'une envergure et d'une puissance telle que les laisser faire serait pire que les en empêcher, en vertu du libre arbitre qui a toutefois des limites à ne pas dépasser. Dans ce sens, et seulement dans ce sens, tous les conflits hyper-meurtriers sur Terre ne rentrent pas dans ces catégories, mais sont des entreprises de destruction et de domination aux conséquences abominables. On peut parler de guerre, qui a la même racine que guérison, mais seulement à l'initiative des gardiens, entités baignant dans l'amour inconditionnel. Pour vous dire combien les gardiens attendent toujours aux limites de ce qui est permis, il n'y a eu aucune annihilation d'entités intrusives pendant le cycle que nous traversons, et pourtant certaines de ces dernières sont très agissantes et ont menacé de faire tomber notre matrice et d'autres adjacentes plusieurs fois. D'autres moyens sont employés pour contrecarrer les agissements de ces entités. La dualité, ce sont les entités intrusives qui la maintiennent. Les gardiens ne sont pas là pour imposer le bien, mais comme leur nom l'indique, pour être les garants du développement de mondes et d'entités en devenir des gardiens. Ils sont dans l'unité et non dans la dualité. Ils respectent complètement le libre arbitre, mais ont la permission et le devoir d'intervenir lorsqu'un certain seuil est atteint, mettant en danger plusieurs matrices, et ceci n'est pas tolérable. Mais il faut savoir que les gardiens ont le même amour pour les humains que pour les entités intrusives, et il n'y a pas de destruction d'entités intrusives. On n'est pas dans la conception habituelle où le soi-disant bien veut détruire le mal, et qui emploie d'ailleurs les mêmes méthodes. On ne détruit pas le mal, on essaie de le transformer. Cette dualité permet de forger la conscience, c'est un diamant de l'évolution. D'ailleurs, beaucoup d'accords de rédemption sont accordés à certaines entités intrusives qui, elles, n'hésitent pas à détruire sans état d'âme. Il faut bien comprendre cette notion. Vous aurez lu bien et mal avec toute la relativité qu'il faut. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il ne faut pas coller d'étiquettes sur des noms d'entités, par exemple les Anunnaki et les Étas, comme étant tous et forcément déchus, car beaucoup travaillent depuis longtemps avec les gardiens et ont corrigé leurs distorsions génétiques et sont donc devenus gardiens elles aussi. Ces entités déchues sont en plus rivales entre elles, puisqu'elles ne sont guidées que par la domination et le pouvoir sur autrui, et donc par la peur d'être dominées. La plupart n'ont même pas développé le sentiment, le cœur qui permet justement de communier avec autrui, qui permet d'aimer, tout simplement, mais qui est si important, essentiel. Il faut donc plutôt manifester de la compassion pour ces entités
car une telle vie est coupée de toute évolution et ne peut vivre qu'aux dépens d'autres entités et mondes. Ils ne sont pas si nombreux que ça et infimes par rapport aux gardiens, mais sont évidemment très agissants puisqu'intrusifs, ne respectant pas le libre arbitre et voulant dominer, asservir, contrairement aux gardiens. Si vous êtes au courant de l'inversion du sens de rotation des Merkaba, sachez que ceci est une conséquence d'un comportement antichristique très prononcé et durable. Ce comportement résulte d'une trop importante dualité qui engendre enfermement sur soi-même, égoïsme, isolement, non-communion et non-amour pour les autres entités et le monde environnant. Ensuite, cela se traduit par la volonté de s'affirmer au détriment d'autrui, ce qui engendre conflit et lutte. Cette trop importante dualité entraîne donc dans ses aspects les plus développés la volonté de domination, dominer l'autre avant qu'il ne vous domine. Il n'y a qu'à voir les guerres et ce qui les motive, l'espace vital qui doit détruire ses prétendus ennemis avant qu'ils ne le fassent. En vous coupant des autres, vous vous coupez de vous-même et ultimement de la source divine. C'est un cercle vicieux qui peut aboutir, dans les cas les plus extrêmes, à ce qui a été précisé précédemment sur les Merkaba et d'autres conséquences sur l'ADN. Ce que l'on voit comme diversité de comportements sur Terre est un reflet de ce qui se passe autour de la Terre et aussi plus loin. Tout ce qui nous entoure n'est pas lumineux, il serait bien naïf de le croire. La chute peut provenir aussi d'une volonté d'aider d'autres entités en difficulté ou d'agissement d'entités déchues vis-à-vis d'entités non coupées de la source. Toute chose, toute entité n'est pas mauvaise en essence. C'est le respect ou le manque de respect de l'autre qui est la marque de ce qui est christique ou antichristique. C'est le fait d'être dans l'unité de l'amour ou dans la dualité du conflit, la séparation qui entraîne l'égoïsme et toutes ces choses qui nous coupent de l'autre, donc de soi, donc ultimement de la source. Pour ces entités coupées de la source, tout est énergie. Elles sont à la recherche d'énergie de n'importe quelle provenance et s'opposent même entre elles pour en obtenir. Elles ne veulent pas détruire le bien, il n'y a pas de bien et de mal pour elles. Juste une lutte pour leur propre survie, ce n'est pas réjouissant comme pseudo-existence. Ce dernier point est souvent mal compris, on en fait une lutte du bien contre le mal, mais c'est erroné. Par le fait que les civilisations humaines ont été au cours de leur histoire en contact avec de multiples entités, et ce de façon ouverte, pas comme maintenant où nous vivons comme une sorte de quarantaine, elles ont connu dès lors des hybridations et des infiltrations d'entités intrusives qui ont donné plusieurs branches d'Illuminati, sont aussi appelées en termes génériques le Léviathan. Elles ont été très nombreuses en Atlantide notamment, ceci se manifeste dans l'ADN et est rémanent. Sur Wikipédia, vous trouverez ceci à propos du Léviathan. Le Léviathan est un monstre marin évoqué dans la Bible, au livre de Job, dont le nom désigne un monstre colossal. Ce monstre, dont on ignore la forme, peut être considéré comme l'évocation d'un cataclysme terrifiant capable de modifier la planète et d'en bousculer l'ordre et la géographie, sinon d'anéantir le monde. Léviathan est également, selon certaines versions, le nom donné à un des démons principaux de l'enfer. Selon les rabbins, il serait un des 4 cardinaux gouvernant au Midi, une des 4 parties du monde. Léviathan est représenté au Moyen-Âge sous la forme d'une gueule ouverte qui avale les âmes, représentée ainsi comme l'entrée des enfers. Le Léviathan est souvent représenté sous la forme d'un gigantesque serpent de mer dont les ondulations sont à l'origine des vagues. Il serait l'un des 4 monstres présents au banquet de l'Apocalypse. Même si c'est un peu mythologique et symbolique, on retrouve bien l'idée d'intrusion secrète et de bouleversement que ça apporte pour la Terre
et l'humanité. Parmi ces hybridations, qu'on appelle donc le Léviathan, il faut distinguer les Illuminati, hybrides entités déchues, c'est-à-dire qu'ils sont humains, mais avec une âme non humaine, entité n'ayant pas décidé de suivre le chemin évolutionnaire humain et ayant pour seul but une intrusion. On distingue ensuite les infiltrés, avec une âme humaine, avec certains attachements génétiques en provenance d'entités déchues. Les Illuminati sont en général très actifs, intrusivement parlant sur la Terre. Exemple parmi les plus connus actuellement, les Nord-Américains et les extrémistes islamistes. Les infiltrés ont un côté manipulé à leur insu prononcé. Ils sont souvent bien intentionnés, même ouverts aux questions spirituelles, dû au fait qu'ils ont une âme humaine, mais du fait de leur attachement génétique, ils deviendront par exemple des channels d'entités déchues auxquels ils sont liés plus ou moins par l'ADN. Ils sont souvent surpris de ce qui leur arrive au premier contact et croient en toute sincérité être les transmetteurs et les canaux d'êtres lumineux. Mais ces deux groupes restent toutefois minoritaires parmi l'humanité. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que, humains sans infiltration, infiltrés ou Illuminati, il est possible pour tous, de par leur potentiel christique inhérent à l'ADN humain, présent en ces trois groupes, de corriger les distorsions afférentes à chacun et de suivre le chemin évolutionnaire glorieux de l'humain angélique. Il ne faut pas tomber dans le piège des courants antichristiques, souvent très rusés, sachant très bien se camoufler sous de fausses apparences et aller vers l'unité totale de l'humanité. Cette unité résulte dans une identification pleine d'amour et d'acceptation qu'au-delà de la diversité des origines dans la forme humaine contemporaine, nous avons le même potentiel évolutionnaire, nous sommes unis par l'ADN humain, si précieux dans son potentiel christique. Ceci sera plus difficile à réaliser pour les infiltrés et davantage pour les Illuminati, mais beaucoup parmi eux prendront le bon chemin. Les énergies puissantes et rééquilibrantes qui se déversent sur Terre depuis quelques années y contribuent fortement. Dans l'amour, nous sommes tous un, il n'y a plus de différence. Attention aux analogies trompeuses. Les entités intrusives ne s'incarnent pas directement pour plusieurs raisons, mais sont influentes sur Terre par les Illuminati et les infiltrés leur correspondant. Ce sont des hybridations qui ont eu lieu il y a longtemps, quand la Terre était ouverte aux mondes environnants, dimensionnellement parlant, avant la disparition de l'Atlantide. Ils utilisent aussi des technologies. Il y a aussi dans une moindre mesure les infiltrés, mais précisons que ce n'est pas parce que nous décrivons certaines caractéristiques de certains Anunnaki qui ressemblent aux Nordiques que les humains nordiques sont Anunnaki. Ceci n'a aucun rapport. La description donnée ici est celle du champ morphogénique initial des entités. Aussi, un Illuminati ayant des liens avec les Anunnaki lucifériens ne sera pas reconnaissable par la couleur de ses yeux ou de ses cheveux. Il est lié au champ morphogénique de l'humanité lorsqu'il s'incarne et par là même à des caractéristiques humaines d'apparence. Mais il n'en demeure pas moins par le fait qu'il possède des caractéristiques génétiques des entités intrusives auxquelles ils sont liés. Ces Illuminati sont fortement influencés, guidés, forcés, même à leur insu, parfois pour certains, à adopter certains comportements qui vont dans le sens des entités intrusives qui les influencent par leur ADN, telles des marionnettes. Et comme précisé aussi, ce n'est pas un signe d'infamie et ce n'est pas rédhibitoire, mais il est évident que ces distorsions génétiques sont plus difficiles à corriger. Donc à la base, les Illuminati et bien sûr les infiltrés sont des humains, avant tout, et les apports génétiques d'autres entités sont minoritaires en proportion quantitative, mais non moins très agissantes, justement par certaines technologies, essentiellement par le biais d'ondes électromagnétiques, essentiellement du domaine du son, souvent des ULF, Ultra Low Frequency, des infrasons très bas. Il y a beaucoup à découvrir sur l'ADN, son alphabet, ses multiples fonctions, ses fréquences spécifiques liées à l'entité en particulier, mais aussi à ses origines, ses hybridations, etc.
Là, ils savent éveiller certaines caractéristiques par résonance au niveau des fréquences qu'ils induisent. C'est de la très haute technologie. Les scientifiques actuels sont très loin du compte avec ce qu'ils en connaissent. Tout d'abord, comprenez bien que nous n'allons pas parler ici des états gardiens comme les Améras ou bien encore les Blancs. Nous allons aborder uniquement la description de l'implantation des entités intrusives sur Terre, par quelles entités et par quels moyens. Les États, après avoir évacué leur planète, nous y reviendrons ensuite, ont rejoint notre continuum spatio-temporel. Ils sont essentiellement en provenance après ce déplacement de Rigel dans la constellation d'Orion. Les États rigéliens sont tout de même connus, de Zeta Reticuli, de Bellatrix, Bellatrix qui veut dire guerrier féminin, toujours dans Orion, de Nibiru et d'Andromède essentiellement. Les principales races sont les très agressives Zeta rigéliens, appelés par certains grands gris, les Rutilia, plus connus dans les milieux ufologiques sous le terme d'EBE, entité biologique extraterrestre, expression d'ailleurs tellement générale qu'elle peut s'appliquer indifféremment à toute entité biologique qui ne se trouve pas sur Terre, donc dénomination sans grand intérêt, ce sont en fait des hybrides Zeta Dracos. Il existe aussi les Zeta Reticuli, très connus, eux aussi, les plus populaires, et dont la référence sert souvent à discréditer volontairement ceux qui s'intéressent à la vie extraterrestre et qui sont appelés petits gris. Il y a aussi moins connus que les rigéliens Reticuli et EBE, les Zeta Curandera, hybrides Zeta rigélien Dracos Anunnaki, appelés aussi orange, tout ceci en rapport avec leur aspect, comme les gris d'ailleurs, et ils sont en provenance de Nibiru. Il y a aussi moins connus que les rigéliens Reticuli et EBE, les Zetas Curandera. Il y a aussi les Zetas Adalphi, des hybrides Andromi Zeta rigéliens, dénommés bleus et originaires d'Alphérat dans la constellation d'Andromède. Il existe aussi des états sous forme insectoïde qui sont parfois relatés dans les expériences d'abduction. Le fait qu'il y ait beaucoup d'hybridation est une tentative de régénérer leur ADN. Même s'ils ont commencé à être très intrusifs au XXe siècle, des infiltrations de populations ont eu lieu il y a longtemps, même en Atlantide. Dans l'ère post-atlantéenne, on peut citer les rois de Sumérie, Larsa, capitale d'un royaume amorite, le roi Osiris, un hybride avec Anunnaki niburien, qui a ensuite détourné les magnifiques enseignements d'Isis en faisant son épouse, puis en transformant Mine en son fils, Horus. Nous verrons ça plus tard lorsque nous aborderons l'Égypte antique. Ce qui est frappant à voir, c'est la popularité d'Osiris et d'Horus. Osiris et Horus sont à l'origine des personnages historiques assoiffés de pouvoir et de domination des faux pharaons. Parlons plutôt de Ptah, Isis, Mine, et là vous avez une trinité lumineuse plutôt que Osiris, Isis, Horus. Attention à l'association des mots, puissance du verbe incarné, qui permet dès lors des détournements d'énergie. Les infiltrations dans les populations humaines, hybridation, Illuminati, ne sont pas si importantes comme précisé plus haut. Mais ils sont très agissants par contre au niveau abduction qui leur sert ensuite au clonage. Un Illuminati lié à ces entités est très connu, il s'agit d'Hitler. Pas besoin de préciser davantage pour voir ce qui se cache derrière, c'est évident, mais tout de même interpellant quant à la puissance de haine et de destruction de ces entités. Ils sont partie prenante et acteurs de ce qui est appelé le MJ12. Pas mal de choses existent au sujet de cette organisation entre Zeta et les USA. Ils ont négocié des traités pendant la Seconde Guerre mondiale avec les nazis. Ils sont à l'origine de Zetatok, les États parlent en français. Si vous voulez connaître un peu la manière de fonctionner des États et leur spiritualité, entre guillemets, rudimentaire, si l'on peut appeler ainsi, visitez le lien suivant. Et en français, attention, toutefois, ce sont des états intrusifs qui s'expriment par le biais d'une de leurs Illuminati. Mais vous aurez pas mal d'informations, et en particulier sur le renversement des pôles qu'il prévoyait en 2003. Les raisons de la non-survenance de cet événement, à expliquer ultérieurement, est due aux gardiens. C'est en apprenant à connaître
que la compassion et éventuellement la volonté de les aider fleurissent, comme un acte d'amour inconditionnel, et que la peur disparaît. Voici encore certaines de leurs associations: la société Thulé, Aleister Crowley, Black Sun, Golden Dawn, Enochian Watchtowers. Ils sont responsables de distorsions dans le paganisme, sont les initiateurs de l'expérience de Philadelphie en 1943 et du projet Montauk en 1983, qui sont des années de pic magnétique. Pour continuer sur le thème des états, nous allons aborder le phénomène des abductions. Les victimes sont loin d'être des cas isolés et s'engendrent des conséquences peu enviables pour elles. C'est un phénomène peu connu et évidemment très flou du fait de son incompréhension et du sujet auquel il touche. C'est fort regrettable car ça occasionne de sévères troubles touchant au domaine de la psychiatrie. Un très grand nombre de manifestations de troubles dits mentaux est dû aux abductions. Les médecins et thérapeutes tentent à considérer ce type d'expérience et leurs conséquences comme des aberrations mentales, comme des hallucinations, terme très pratique et fourre-tout pour ranger ce qui est incompris dans ce domaine scientifique. Il ne va pas être fait l'effort de comprendre plus en profondeur la réalité de ce phénomène, les préjugés étant comme toujours convoqués. Ce sera alors médication chimique ou traitement psychiatrique après analyse appliquée à ces cas, sans réelle recherche de la cause et donc sans réel traitement. L'hypnose pourrait être un bon début, mais n'est pas très utilisée. Cette pratique permet de faire remonter à la surface de nombreux cas d'abduction, même de la part des personnes qui n'ont pas de souvenirs précis. L'incompréhension de ces personnes, en invalidant leur perception comme étant des hallucinations, intensifie au contraire leur traumatisme en sapant encore davantage leur confiance en eux-mêmes et leur capacité à s'auto-guérir. Ces empreintes émotionnelles subconscientes créent des troubles psychiatriques de comportement, couplés bien souvent avec d'autres traumatismes réprimés. Nous reviendrons en détail sur le subconscient et pourquoi il apparaît pour beaucoup comme chaotique et justement subconscient et pas encore intégré à la conscience. Pour comprendre le phénomène des abductions, il faut comprendre que les états neutralisent temporairement les réactions de l'humain, ainsi ils causent une interférence perceptuelle. Pendant cette interférence, le corps mental, ou la faculté de perception dite mentale, est dissocié de la structure biologique. Il est en quelque sorte laissé en suspension pendant que l'organisme biologique de la personne est transporté, ou plutôt transmué, dans une autre fréquence dimensionnelle. Ceci crée la sensation de dissociation dont témoignent les victimes et considérée par les thérapeutes comme des hallucinations alors qu'il s'agit d'expériences bien réelles. C'est pourquoi aussi tant d'abduqués ressentent beaucoup de confusion, se demandant si ce qu'ils ont vécu étaient de réelles expériences physiques ou des rêves, des voyages dans le plan astral. Par rapport aux fréquences respectives du corps mental et du corps biologique, l'expérience commence par une accélération de la fréquence vibratoire du corps mental, créant une sensation de moins grande densité, pendant que la fréquence du corps biologique est ralentie, de plus grande densité, sensation antagoniste perturbante car survenant dans le même espace-temps. Donc, c'est comme si le mental était placé dans le futur, alors que le corps biologique est placé dans le passé, la prématière. Après ça, la fréquence de ce dernier est brusquement augmentée, lui permettant d'accéder au futur, de cette forme à laquelle les états désirent parvenir pour manipulation, donc cette forme est différente de celle actuelle. Le problème avec ce genre d'expérience est justement l'interférence de plusieurs niveaux temporels, ce qui est appelé le passé, le présent et le futur, qui ne sont en fait que des illusions holographiques liées aux différents niveaux dimensionnels et qui sont en fait simultanées. Notion inconnue des thérapeutes. Donc la personne aura la sensation d'avoir physiquement vécu ces expériences, ce qui est vrai, mais comme ces événements touchent le futur, ils ne seront consciemment remémorés que lorsque le corps mental aura atteint le point, la même fréquence que ces événements, où il sera capable de traduire cette mémoire consciemment. Il n'en cause pas moins des troubles étant présents dans la mémoire cellulaire, mais sont difficilement appréhendables.
L'aspect corporel actuel des états déchus, atrophiés et maladifs résulte justement de la dégénérescence génétique qu'ils subissent. C'est la raison de leur intérêt pour la Terre, ils tentent de régénérer leur ADN par la création d'hybrides. Ils ont essayé avec plusieurs animaux terrestres, mais ça a tourné court et ces formes n'étaient pas viables. Ils se sont alors tournés vers l'humain, ce qui a occasionné les abductions. Ils possèdent des vaisseaux tridimensionnels, mais seulement les plus petits ont approché l'atmosphère terrestre. Mais comme ils connaissent partiellement les mécanismes multidimensionnels et multitemporels, ils sont capables de placer leurs vaisseaux juste au-delà de la fréquence de la troisième dimension, ce qui les rend imperceptibles. Ils sont originaires d'un autre continuum temporel que le nôtre. Ils ne savent pratiquement pas ce qu'est un sentiment, c'est juste un rudiment pour eux. Ils ont beaucoup à apprendre et à évoluer. Ils possèdent une technologie beaucoup plus avancée que l'humanité, mais ils ne disposent pas encore de conscience personnelle élaborée. Chaque individu est comme une partie d'une conscience collective, comme dans le film Dark City, où les analogies avec le cas des États sont très nombreuses. Cette conscience collective chercha des moyens d'étendre son territoire en tentant d'accéder à des versions parallèles et adjacentes de leur planète par la connaissance des mécanismes multidimensionnels et multitemporels, mais cette connaissance n'est pas complète. Ils ont tenté de fusionner les dimensions adjacentes à leur monde, ils y sont partiellement parvenus, mais ont déstabilisé aussi les mécanismes multidimensionnels et multitemporels proches du niveau où ils se situent. Cette tentative engendra une dégénérescence génétique. Cette involution dura jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus supporter les conditions atmosphériques de leur planète, conditions devenant de plus en plus délétères du fait de leur expérimentation. Cette expérimentation dimensionnelle des états a créé artificiellement un trou noir, mais ils ne s'en sont rendus compte que trop tard, avant qu'il soit encore possible de combler et d'empêcher la formation définitive de ce trou. Le trou noir absorbe d'abord tout ce qui possède la même structure que les particules qui existaient à l'endroit où le trou s'est formé. Pour la planète des états, il s'agissait de certains éléments de son atmosphère. Ils se sont rendus compte de la diminution importante de cet élément et ont finalement localisé le trou responsable résultant de leur expérimentation dimensionnelle. Ils ont alors tenté de circonscrire la zone entre les portails dimensionnels qui avaient été ouverts de force par leur expérimentation. Ils réussirent à circonscrire cette zone et ont donc pensé avoir isolé ce trou, donc pensé qu'il ne constituait plus une menace. Mais le trou a changé de place. Nous ne décrirons pas le processus, ça alourdirait pour peu d'intérêt ce texte. Cela leur prit encore des générations avant que les états s'aperçoivent du déplacement de ce trou. Pendant ce temps, les mutations génétiques s'amplifiaient, dues à la déperdition d'éléments essentiels à leur bon développement, et ils furent contraints de s'exiler sur d'autres mondes. Cette conséquence de détérioration génétique causa une impossibilité de procréer, ce qui les a forcés au clonage. Ils entrèrent alors dans notre continuum temporel pour des raisons de proximité par rapport au portail temporel et aussi pour des raisons de similarité environnementale, présence d'éléments dont ils ont besoin pour vivre, oxygène, eau, mais aussi zinc, plutonium et fer. Toutefois, le carbone leur est toxique, raison pour laquelle ils ne sont pas présents directement sur Terre. Ceux qui ont directement interagi physiquement sur Terre se sont d'ailleurs rapidement détériorés. D'un point de vue temporel, depuis leur expérimentation, ils ont tenté de trouver des solutions en faisant un bond en arrière temporel, le passé en temps linéaire, dans notre système et dans d'autres. Voilà pour les raisons de leur présence dans notre continuum temporel. Nous préciserons par rapport aux insertions holographiques le processus qui enclenche la coupure avec les aspects supérieurs. Lorsqu'un être laisse au vestiaire son individualité pour s'en remettre entièrement et superstitieusement à des idoles, abdiquant sa royauté et sa maîtrise, le langage populaire dit remettre son âme au diable, le lien, appelé corde d'argent, entre les aspects non incarnés de l'âme et la partie incarnée, celle-ci, lors de l'intégration fœtale, s'amoindrit jusqu'à se rompre dans les cas les plus graves. Le lien avec l'âme est perdu et la partie incarnée de l'âme se retrouve greffée à la conscience collective, l'égrégore des états, qui est à l'heure actuelle un monde fini,
replié sur lui-même et devant vivre aux dépens des autres. Mais ce lien artificiel a été rompu il y a peu par les gardiens durant ce cycle. Afin de mieux cerner l'intervention importante des États au XXe siècle, connue publiquement, MJ12, Zone 51, Expérience de Philadelphie, Projet Montauk, il faut savoir qu'ils ont utilisé beaucoup d'insertions holographiques. Il s'agit d'apparitions, de personnages bibliques ou d'autres religions révélées que celles concernées par la Bible, statues qui saignent, etc. Leurs principales cibles sont les religions et philosophies dans lesquelles il est enseigné qu'il faut suivre aveuglément le leader sans se préoccuper d'analyser par soi-même où les choses ne sont pas expliquées et sont du domaine du mystère, bref, d'abdiquer sa royauté et sa prêtrise inhérente à chacun. Il existe bien sûr des enseignants spirituels, mais ce sont des guides, des soutiens, et ils ne substituent pas aux personnes qui suivent leurs enseignements. Un exemple d'organisation manipulée par les États sont les Davidiens, voire David Koresh, ou Marshall Applewhite avec le groupe de Evansgate. Mais on peut aussi citer les manifestations de fanatisme religieux où il apparaît clairement un hypnotisme collectif et l'abolition de toute volonté personnelle et de jugement sain. Ces insertions holographiques qui ont pour but de séparer la connexion vivante, énergétique avec les aspects supérieurs de l'être et de reconnecter les personnes ayant abdiqué ensuite à la conscience collective des États ou autres. Pour les aspects supérieurs de l'être, il s'agit de l'âme et au-delà. C'est pourquoi on dit de certains qu'ils ont perdu leur âme ou qu'ils n'ont pas d'âme. Ça peut effectivement arriver et ce n'est pas symbolique. On dit aussi qu'ils sont coupés de l'arbre de vie. Si quelqu'un est complètement déconnecté de sa matrice originelle, toute la mémoire contenue dans son ADN est effacée et la fausse mémoire, en l'occurrence la matrice finie de la conscience collective des États, la remplacera. C'est ainsi que l'on peut perdre son potentiel évolutif et se retrouver dans un monde fini, coupé du courant perpétuel de la vie en provenance de la source et obligé de vivre aux dépens d'autres créatures, comme avec le principe du trou noir. Ceci se fait sans que l'on s'en aperçoive forcément, seul un véritable éveil peut empêcher cette chute alors que la vie biologique se poursuit d'incarnation en incarnation pendant longtemps. Le fait de se couper de sa matrice originelle reliée à la source divine peut concerner même une planète ou une galaxie entière, pas seulement dans notre dimension, comme ça a déjà été expliqué auparavant, c'est évidemment particulièrement frappant quand il s'agit d'une étoile ou d'une galaxie, voire le trou noir massif dans notre galaxie. Étant coupée, comme ça vient d'être décrit, de la matrice originelle dans laquelle l'étoile se trouve, elle va se trouver expulsée de la trame de la matrice. Il apparaît alors un trou qui affecte alors tout ce qui se trouve autour, qui l'attire magnétiquement. La Terre connaît un pic magnétique tous les 20 ans à la même date. Le premier pic magnétique du XXe siècle a eu lieu le 12 août 1903. Ces pics magnétiques harmoniques permettent l'ouverture naturelle brève des portes interdimensionnelles autorisant des passages interdimensionnels. Ils sont appelés pics magnétiques harmoniques car ils permettent l'harmonisation et l'alignement des premières, deuxième et troisième dimensions de chaque densité. Par exemple, densité 1, 4 et 7, 10 et 13 pour les premières dimensions de chaque densité et ainsi de suite pour les deuxième et troisième dimensions. C'est une occasion unique pour les états de s'infiltrer en masse dans notre densité et de pouvoir activer leur barrage fréquentiel, impulsion électromagnétique, ne permettant pas l'activation des quatrième et cinquième brins d'ADN, donc l'ascension en deuxième densité. L'expérience de Philadelphie a eu lieu le 12 août 1943, date de pic magnétique, 40 ans jour pour jour après le premier pic magnétique. Et l'expérience de Montauk a eu lieu donc le 12 août 1983, date de pic magnétique, voilà. Pour reprendre l'expérience de Philadelphie, que nous développerons pas car beaucoup de documentations sont déjà disponibles sur le net, et sur l'expérience de Montauk liée poursuivant le même but que celle de Philadelphie a déjà été publiée à ce propos. Voici juste un petit aperçu. L'utilisation de certaines technologies dont les effets que les États attendent ont été cachés.
par exemple la prétendue technologie de l'invisibilité des navires pour les USA en ce qui concerne l'expérience de Philadelphie en août 1943 sur le bâtiment navire USS Eldridge. Ceci a permis aux États de causer une rupture dans les fonctions naturelles du Merkaba de la Terre. Ces technologies données leur permettent d'agir en tant que cheval de Troie. Ils n'auraient pu y arriver sans l'aide des humains, car n'étant pas implantés sur Terre et devant recevoir la coopération des humains, enfin plutôt des Illuminati. En fournissant des technologies rudimentaires pour eux et en cachant les véritables buts et effets, en disant aux alliés ainsi qu'ils gagneraient la guerre. Ici, l'invisibilité mais l'expérience a tourné court d'ailleurs, il existe par ailleurs un film sur ce sujet. Les États ont pu occasionner une déchirure dans l'espace-temps ou dans les Merkabas naturels multidimensionnels de la Terre, des formations artificielles des Merkabas autorisant des passages nombreux de leurs vaisseaux de D4 où ils se situent en D2. De là, ils ont pu envoyer leur barrage fréquentiel spécifique énoncé précédemment en D1 au cœur de la Terre. Ils savaient aussi qu'un tel barrage fréquentiel allait causer un renversement des pôles et des cataclysmes, dus à la répulsion artificielle causée par les États entre dimensions harmoniques. Ils pourraient repeupler la Terre avec leurs hybrides. En 1952 et 1968, les scientifiques sur Terre commencèrent à noter d'importantes anomalies de l'activité solaire qui risquaient d'entraîner une accentuation de l'inclinaison de l'axe terrestre et un renversement des pôles. Bien que cette information n'ait pas été largement divulguée, il y a eu quelques publications, surtout après 1968, où les scientifiques avaient calculé que si ça continuait ainsi, il y aurait une explosion immense dans le Soleil en 1972. Le 7 août 1972 jusqu'au 10, les explosions solaires commencèrent. Les scientifiques observèrent une rapide augmentation des vents solaires, événement d'une ampleur jamais répertoriée par les scientifiques contemporains. Et d'un seul coup, le 10 août, ils observèrent une rapide diminution de ces vents qui dura un mois. Ça a été une observation qui a laissé perplexe la communauté scientifique, et ils n'en ont pas d'explication, même rationnelle, mot employé d'ailleurs stupidement aujourd'hui car beaucoup de choses sont dites irrationnelles car elles ne rentrent pas dans le monde formaté de ce qui est admis, mais parfaitement rationnel d'un autre point de vue perceptuel et analytique. En fin de compte, ce sont les gardiens qui sont intervenus. L'expansion du Merkaba en D1 aurait causé la transmission d'une vague intense d'ULF, Ultra Low Frequency, onde basse fréquence en français, provoquant l'implosion de toutes les structures moléculaires avant que l'ADN puisse s'activer suffisamment rapidement pour les assimiler. Les gardiens ont donc retiré du champ morphogénique de toutes les planètes du système solaire les fréquences en D1 correspondant aux fréquences de l'ULF. Ensuite, un saut fréquentiel fut placé en D4 pour bloquer les fréquences de cette dimension et les empêcher de pénétrer sur Terre. 11 des 12 fréquences spécifiques électriques et 11 des 12 fréquences spécifiques magnétiques constituant D4 furent retirées du champ terrestre. Les gardiens l'ont appelé barrière fréquentielle 11-11-12-12. Ceci a été largement repris et falsifié, notamment par Crillon. Nous y reviendrons une autre fois. Entre 1973 et 1980, la Terre est restée sous les insertions holographiques et l'illusion de stabilité créée par la barrière fréquentielle des gardiens. En fin de compte, la vague intense et meurtrière d'ULF, onde basse fréquence, a bien circulé dans tout le système solaire, mais n'a pas été perçue holographiquement sur Terre et n'a pas causé de dommages. Survint ensuite l'expérience de Montauk, ils ont de la suite dans les idées, et la fameuse année 2003, et surtout le pic magnétique le 12 août, mois d'une canicule extraordinaire où le temps semblait comme figé, lié à ce pic magnétique. Si on lit par exemple le site Zetatok, site qui fournit de l'information en provenance des États, il est frappant de constater comment ils anticipaient un renversement des pôles en 2003, initié sciemment par leurs expériences et les conseils qu'ils donnaient aux survivants, mais rien ne s'est passé à cause encore d'une intervention des gardiens au grand désappointement et incompréhension des États. En fin de compte, tous les ans, entre le 7 et le 16 août, un pic magnétique a lieu, dû au fait que le Merkaba terrestre atteint durant cette période, et spécialement le 12 août, sa vitesse maximale de rotation des deux tétraèdes le composant.
Mais un pic exceptionnel entraînant les conséquences dimensionnelles précédemment décrites a lieu tous les 20 ans, et parmi ces pics exceptionnels survient le plus fort pic magnétique une fois par siècle, 1903, 2003, etc. 2003 était de ce fait une année cible pour beaucoup. Même si les États ne représentent plus réellement une menace maintenant, comme au XXe siècle, ils ne cherchent qu'à résoudre leurs problèmes importants de survie et de régénération génétique. Étant quasiment dépourvus de sentiments et de conscience personnelle, ils n'ont donc pas de conscience morale. Ils ne disposent par contre d'un mental surdéveloppé et coupé des autres aspects de l'être, souvent rudimentaires ou en germe, et d'une technologie où par comparaison la technologie terrestre apparaît très archaïque. Sur l'échelle évolutive, ils se situent par contre beaucoup plus bas que l'humain. Le développement et l'évolution ne se mesurent pas à la technologie déployée, quoique ça peut être lié dans le cas des gardiens, mais c'est une technologie vivante. Ils ont une réalisation spirituelle et une intégration totale, holistique de leur être, leur conférant omniscience, omnipotence, et même pour eux certains omniprésence et affranchissement de toute technologie devenue inutile pour eux. Mais ils doivent prendre en compte beaucoup d'autres aspects qui, s'ils font défaut, invalident le fait que des entités soient évoluées parce qu'elles disposent d'une technologie avancée. C'est pourtant un argument qu'on rencontre beaucoup, le seul aspect technologique pour décider si des êtres sont plus évolués ou moins évolués que nous. Pour compléter sur le thème du 11-11, beaucoup parlent du phénomène de souvent apercevoir 11-11 ou 12-12 à leur montre alors qu'ils consultent l'heure. Ils tombent souvent sur cette heure le matin. Ce n'est pas un hasard, mais bien une synchronisation appelant à un éveil. C'est d'ailleurs assez largement connu. Pourquoi est-ce 11-11 et 12-12 ? C'est en rapport avec la barrière fréquentielle des gardiens déjà expliquée précédemment. Pour ceux familiers du New Age, mouvement largement infiltré, mais qui recèle quand même pas mal de choses intéressantes, donc à analyser en détail et à ne pas rejeter d'emblée, en le traitant péjorativement, comme d'ailleurs il faudrait faire pour tout domaine, si l'on veut avoir une réelle démarche ouverte et cohérente. La date du 11 janvier 1992 est très connue, elle est connue comme jour de promesse d'ascension, sans toutefois expliquer pourquoi dans les milieux New Age. La barrière fréquentielle des gardiens, bien que protégeant la Terre du LF en D1 résultant de l'expérience de Philadelphie, bloquait les 3e et 4e brins d'ADN et empêchait de ce fait l'alignement et la fusion des particules entre notre densité et la 2e durant la fin du cycle d'activation stellaire actuel, processus naturel d'ascension tel que cela devait se produire initialement entre fin 2012 et 2017. Cela a été repoussé, nous y reviendrons en détail. Les gardiens ont commencé à désassembler cette barrière fréquentielle le 1er janvier 1992 et ont terminé le 11 janvier 1992. La Terre recevant à nouveau les 11 bandes retirées sur 12, fréquentielles magnétiques et électriques, en D4, retirées par les gardiens précédemment, d'où le nom de 11-11 pour ce jour, le 11 janvier 1992. Si on revient à Kryéon, très subtil dans la récupération et le détournement d'informations, on s'aperçoit par exemple dans le tome 1, la graduation des temps, aux pages 95 à 97, qu'il parle du 11-11. Voici quelques citations. Il dit qu'il s'agit de l'énergie de Kryéon. Le mot Kryéon représente la vibration du 11. Ça représente l'intervalle de temps entre cette date et le 31 décembre 2002. D'après lui, il a 11 côtés, etc. Le 11 représente ici l'incomplétude. Nous verrons cela un peu plus tard avec les avatars noirs par rapport au potentiel christique 12, inatteignable par eux. Il s'approprie donc cet événement longtemps prédit par les cercles initiatiques reliés aux gardiens, avec une signification encore plus vaste, du 11-11, 12-12 qui représente la réalisation du potentiel christique pour la Terre, 12, et la libération de l'incomplétude et de l'asservissement, 11. Il faut préciser que le 11 n'est pas ici vu dans son sens numérologique et qu'il revêt des aspects positifs par ailleurs. Et un peu plus loin, Kryéon propose son implant dit neutre, entre guillemets. Mais il est loin d'être neutre, et beaucoup s'y sont engouffrés car il neutralise le karma rien qu'en le demandant, selon Kryéon. La baguette magique, la solution de facilité attire vite et beaucoup.
Mais il faut savoir que l'on se relie intimement à ce collectif d'entités et que ça ressemble comme processus au rattachement à une autre matrice, comme pour le rattachement à la conscience collective zeta déjà décrite. D'où la description d'un état dépressif qui peut être sévère pendant quelques semaines après cet implant, état dépressif justifié par d'autres motifs selon Crillon, des pseudo-changements de guide avec un énorme point d'interrogation. Guidé vers où et par qui, on ne sait pas. La première intervention contemporaine des États a eu lieu en 1748. Auparavant, il y a eu l'implantation de la grille Faucon par les Rigéliens. Mais ils ont vraiment été très influents et ont beaucoup marqué de leur empreinte le XXe siècle à partir de 1916. Pour débuter, voici d'abord un aperçu des luttes entre Illuminati rivaux pour le pouvoir aux USA. La Constitution des États-Unis fut compromise, à l'origine, c'était de bons principes, sans arrière-pensée, par les Illuminati Anunnaki par le biais de la manipulation des lois bancaires US, dans leur quête cachée de contrôle de l'économie et de la politique pendant une période couvrant la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Ils dominaient les USA après la victoire nordiste, Yankee, nordiste dirigés par les Illuminati Anunnaki, contre les sudistes dirigés par les Illuminati Zeta draconiens. Cette constitution fut violée ensuite plus tard par les Illuminati suivant l'agenda Zeta draconien, les Alliés, dans les années 1930, avec les traités entre Zeta et USA, notamment la création de MJ12, ce qui donna l'avantage aux États draconiens aux USA au détriment des Anunnaki, par la création de la réserve fédérale, qui est le levier d'action pour des intérêts privés très ciblés, et plusieurs autres initiatives, bien couvertes avec suffisamment de données disponibles par ailleurs par les dites thèses conspirationnistes, que tentent de décrédibiliser les Illuminati auprès du public, avec hélas succès. Autre part, Big Brother, c'est toute l'organisation et objectif Illuminati Zeta draconien. Alors que l'organisation Illuminati Zeta draconien connue sous le nom de MJ12 s'étendait dans ce qui est devenu la CIA, les Illuminati Anunnaki, dont l'influence politico-économique était antérieure et qui a été décrite au début de ce message, ont exprimé de plus en plus d'hostilité face au pouvoir grandissant des Illuminati rivaux Zeta draconiens. Adoptant les mêmes stratégies que les Illuminati ont adoptées avant eux, les Illuminati Zeta draconiens ont créé progressivement un complexe système souterrain pour collecter des fonds grâce à des activités sales, drogue, armes, afin de pouvoir financer la construction de bases Zeta draconiennes souterraines, là au sens propre, et plus tard financer la quête cachée et occulte pour la domination territoriale, un des objectifs de Big Brother, car la domination territoriale est un prélude, une base essentielle pour l'accomplissement d'autres objectifs pour les Illuminati. Les deux guerres mondiales du XXe siècle eurent pour objectif le contrôle de sites clés pour le réseau Faucon. La Deuxième Guerre mondiale a débuté par l'initiative des Draconiens et Zeta rigéliens qui prévoyaient de lancer une conquête territoriale et une campagne de suprématie raciale et de génocide par l'intermédiaire de leur hybride Illuminati Hitler. Les États rigéliens ont fait naître, nourri et renforcé le mouvement nazi. Toutes les guerres majeures, depuis l'engloutissement de l'Atlantide, ne sont que la résultante de cette quête du Saint Graal, qui est en fait le contrôle des territoires pour le contrôle de points clés, des portes interdimensionnelles, des portails, les chakras de la Terre, les sites du réseau Faucon, pour ne citer que lui, etc. C'est donc des entités déchues en compétition par le biais de leurs Illuminati respectifs. Le problème est que ce sont les formes de vie sur Terre qui en pâtissent le plus. Les membres Illuminati spécialement sélectionnés au Japon furent contactés par une faction rivale des Draconiens et des États rigéliens, les Andromies, pour les concurrencer dans leur objectif de conquête. L'objectif principal des Draconiens et des États rigéliens était de réduire drastiquement une population humaine où il y avait beaucoup de magie et aussi de déduire tout aussi radicalement les lignées d'Illuminati Anunnaki et Andromies créées par hybridation, Illuminati principalement cachés dans les populations humaines appelées juifs. Les Andromies ont inspiré à leurs Illuminati de construire des bases sous-marines dans les régions d'Hawaï,
de Nagasaki et d'Hiroshima dans le but du contrôle de certains territoires tels qu'expliqué plus haut. C'est pourquoi les draconiens et les États rigéliens ont à leur tour inspiré leurs Illuminati d'attaquer Pearl Harbor, puis Hiroshima et Nagasaki. Les Illuminati aux USA, à la solde des États rigéliens et des draconiens, étaient avertis de l'attaque sur Pearl Harbor, mais ne devaient pas l'empêcher, ce qui a été le cas pour justifier leur entrée dans cette guerre auprès des peuples. La situation est un peu compliquée car il existe des factions d'Illuminati des deux camps dans chaque nation participant à la guerre. Les États rigéliens et les draconiens instruisirent leurs Illuminati aux USA et en Europe d'aider financièrement les nazis sans laisser aucune trace écrite des transactions tout en montrant une attitude extérieure de loyauté envers les alliés. Les Andromi ont tenté de contacter Hitler pour qu'il abandonne les États rigéliens et les draconiens pour adhérer à leur agenda. Hitler a joué un double jeu alors, il a massacré aussi les Illuminati draconiens, qui s'est retourné contre lui et n'a donc eu plus aucun soutien. Le marché entre Hitler et les États rigéliens et les draconiens était de ne réduire le nombre de certaines lignées de juifs, où se trouvaient donc des branches Illuminati rivales des États et des reptiliens très fortes, et d'autres races associées aux indigos magie, et de ne pas toucher aux lignes draconiennes Illuminati, descendantes de l'ancienne lignée atlantéenne du roi Assa et camouflées chez les juifs également depuis la période atlantéenne. Attention, ici, ça ne signifie pas que les juifs sont tous Illuminati. Cependant, Hitler n'a pas tenu compte de cette consigne et dans sa folie meurtrière et sans vergogne constituait sans discernement ces massacres. Les États rigéliens et les draconiens ont alors décidé de donner l'ordre au conclave international des Illuminati, connu aussi sous le nom de gouvernement mondial, qu'il dominait de retirer tout soutien aux nazis et d'assister les Alliés dans la défaite de l'Allemagne nazie. Quant aux États-Unis, les Illuminati ont permis, le 12 août 1943, pic magnétique, voire message précédent, l'expérience de Philadelphie et ensuite les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Les États rigéliens avaient l'intention d'ouvrir les derniers liens de la Terre avec le réseau Faucon, en liaison aussi avec l'expérience de Philadelphie, pendant le pic magnétique de 1945, donc le 12 août de cette année. Les Andromi utilisaient un champ protecteur photosonique qui fait fonction de masque de camouflage aussi pour leur base de Nagasaki et d'Hiroshima. Le contrôle de ces régions par les Andromi empêchait les États draconiens d'arriver à leur fin avec le réseau Faucon. La région de Nagasaki est un point à contrôler pour le réseau Faucon. Comme les États rigéliens l'avaient planifié en 1941, il était temps pour eux d'inspirer leurs Illuminati aux USA d'utiliser leurs bombes atomiques précisément à l'endroit de l'emplacement des bases des rivaux Andromi, ce qui permettrait de les réduire à néant. Le 6 août 1945, les Illuminati Andromi et de très nombreux innocents humains, dont une lignée d'humains angéliques, Yu, que nous verrons ultérieurement, furent irradiés et anéantis à Hiroshima par la première bombe atomique. Hiroshima n'est pas un site à contrôler pour le réseau Faucon, mais est le lieu où se situe le système générateur principal de leur bouclier sur les deux bases japonaises Andromi. 3 jours plus tard, c'est Nagasaki qui reçut la deuxième bombe atomique. En même temps, cela permettait de massacrer un grand nombre d'indigo Yu. Délai très court pour empêcher les Andromi de disposer de suffisamment de temps pour rebâtir un temporaire bouclier, pour interdire la mise en route avec succès de leur impulsion sonique scalaire souterraine avec le réseau Faucon. Le 12 août 1945, les États émirent leur onde scalaire, le site de Nagasaki se mit en phase avec le réseau Faucon. Le jour suivant, le 13 août 1945, devant l'activation couronnée de succès de ce réseau Faucon, qui permet de lier la Terre au trou de verre Faucon qu'ils contrôlent, ils informèrent les Illuminati japonais qu'il était temps de se rendre, que la mission Nagasaki était achevée. Le 14 août 1945, l'empereur du Japon se rendit. Voici donc les véritables raisons et les enjeux Illuminati à l'origine et en rapport avec le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Quand on entend les pseudo-historiens sur les raisons de ces événements, des docteurs, chercheurs, maîtres de conférences agrégés des facultés, etc., etc., on se dit que ce sont les aveugles qui guident les aveugles, et pas que dans ce domaine.
Les victimes, en nombre, ce sont essentiellement les humains et les animaux, dans ces boucheries et d'extruction sans nom, pour permettre la réalisation d'objectifs de contrôle, de lutte et de domination de camps Illuminati rivaux, et par leur biais des entités déchues auxquelles ils sont affiliés. Triste et affligeant, mais il faut savoir que les Illuminati sont mis sous pression. Par exemple, les Illuminati dans certains gouvernements clés alliés et les Illuminati US ont accepté de participer à ces horreurs car les États les menaçaient respectivement de faire éclater les bombes atomiques sur leur territoire et l'utilisation d'impulsions soniques massives dévastatrices sur tout leur territoire s'ils n'agréaient pas. Dans les Illuminati, il y a de l'humain, des hybrides, voir la vidéo sur les entités déchues pour plus d'explications. Il n'y a qu'une minorité parmi eux, fanatiques, et au plus haut échelon, qui ont le même état d'esprit sans pitié que les entités déchues qu'ils servent. Les autres ont trop peur pour se révolter. Rien que pour cette raison, ça vaut la peine de ne pas chômer aussi pour eux. Ayez le désintéressement, l'empathie et l'altruisme du gardien, pour permettre à un maximum d'Illuminati, malgré eux, de corriger leurs distorsions génétiques plus importantes pour qu'ils puissent participer à l'inspire divin anticipé et sortir enfin de ce cauchemar qui dure depuis trop longtemps maintenant. C'est une stagnation évolutionnaire pour tout ce qui vit sur Terre. Tout ceci montre ce qui inspire une entité quand elle est déchue, pas de pitié ni de sentiment, destruction des ennemis, haine, cynisme, autoritarisme, aucun respect pour la liberté et la souveraineté des êtres. Mais il ne faut pas les rejeter eux aussi pour autant, ils sont issus et font partie de la source. Et beaucoup sont en régénération génétique, de plus en plus, à leur demande, afin d'échapper à la domination reptilienne à venir sur les mondes en déchéance de notre matrice. L'humain n'est pas fait pour la guerre, il la trouve toujours sans queue ni tête, il se demande pourquoi, par quelle absurdité elle arrive. C'est sa nature d'être christique qui veut ça, même si elle est pour la plupart enfouie et inconsciente, elle veille et s'exprime tout de même, surtout quand ce qui est antichristique s'exprime avec le plus de violence et d'ampleur à travers les guerres. Alliés avec les Andromies et en provenance d'Oméga Centauri, d'où leur nom, il y a justement les centaures. La race principale est représentée par les centaures bleus et des hybrides Anunnaki centaures appelés centaures lucifériens. Ils sont responsables de moins d'intrusions et sont dès lors peu connus, sauf tout de même que le centaure est connu sur Terre, ce qui montre leur interaction avec la Terre, même si comme souvent c'est maintenant devenu avec le temps une créature mythologique. Il y a 2 infiltrations en Atlantide. Nous ne citerons que cette fois-ci une infiltration en Atlantide car ça ne dira sûrement rien à personne, quoi qu'on ne sait jamais, dont celle d'un être appelé Boud Rama, un roi en Atlantide. Ont infiltré principalement l'Inde, le Pakistan, le Moyen-Orient en général, la Turquie, des îles dans le Pacifique. Ils sont responsables de distorsions dans des textes sanscrits, hindous et islamiques et ont introduit aussi des distorsions dans plusieurs traditions chamaniques, druidiques, dans le paganisme et dans la Wicca. Vous le voyez, et cela continuera avec d'autres entités, comme par exemple avec les 4 groupes de reptiliens, puis les Anunnaki divisés en plusieurs groupes rivaux, puis 2 autres groupes enfin. Les distorsions sont partout présentes et profondément implantées, à la fois dans les traditions, cultes, croyances, populations, etc. Mais attention, les infiltrations dans les populations demeurent en pourcentage largement minoritaire. Mais c'est aussi un excellent exercice de discernement et de nettoyage, d'éclairage d'aspects ténébreux dans l'humanité qui perdent dès lors beaucoup de leur force. Prendre conscience de tout cela est très important, c'est pourquoi nous continuerons rapidement cette série sur les entités déchues. Le premier est constitué par les Draconiens, eux aussi pas mal connus. Ils sont en provenance d'Al-Nitak et d'Al-Nilam dans Orion, d'Alpha Draconis, étoile polaire il y a 2700 ans. Notez encore la correspondance entre le nom de l'astre et le nom des entités, et ils viennent aussi de Bellatrix. Nous ne reparlerons pas des hybrides reptiliens Zeta, cités précédemment dans la vidéo sur les Zeta. Il y a aussi les Dracos, groupe qui sera détaillé plus tard,
qui est une race hybride draconien-humain. Il y a également les Chupacabra ou Falzans, créatures aussi très connues. Il y a aussi les Marduks, hybrides avec les Anunnaki, que nous développerons plus tard. Sont liés à eux le roi romain Rémus, les Pharisiens, tout ce qui est lié au roi dragon, rencontré beaucoup en Chine, mais aussi influent en Sumérie, au Japon, en Allemagne, et liés aux lignées pharaoniques, Thoutmosis et Ramsès. Ils ont infiltré la Perse, les talibans, entièrement infiltrés et opposants aux Illuminati nord-américains, la Sumérie, les Ioniens, les Allemands, les Russes, les Anglo-Saxons, d'où la guerre de sécession opposant en fin de compte des Illuminati draconiens, les sudistes, aux Illuminati Anunnaki, les nordistes, pour la prise de contrôle du territoire connu sous le nom d'États-Unis, à cause d'un point clé sur ce territoire. Les Chinois, les Aztèques, les Incas et certaines tribus d'Indiens d'Amérique, particulièrement guerrières et sanguinaires, ont aussi été infiltrés. Il ne faut dès lors plus s'étonner que l'histoire soit jalonnée de guerre, de soif, de pouvoir et de domination, et de volonté d'imposer sa domination aux autres, caractéristique de ces entités déchues qui ne conçoivent la vie que comme dans cette conception. Les associations sont les chevaliers templiers de l'ordre de Malte, très guerriers, attirés par l'argent, pilleurs et violeurs, détruits par l'Église catholique car ils devenaient trop puissants et s'étaient trop démarqués de cette autorité. Nous ne savons pas pourquoi ils sont tellement encensés, sans doute à cause de cette aura de mystère, de pseudo-noblesse et d'opposition au clergé sûrement, mais ils étaient armés et aimaient guerroyer, ce qui est à l'opposé des initiés véritables, comme par exemple les cathares. La mafia romaine est liée aux draconiens, ainsi que les pilleurs écossais, historiques, du clan MacDonald. Ils sont à l'origine des croyances nazies, en liaison avec les États, race dite supérieure, espace vital à conquérir, élimination de certaines populations qui nuiraient sinon à l'expansion de la race supérieure, etc. Hitler ayant été inspiré par plusieurs groupes d'entités. L'Église catholique est très infiltrée, en totalité dans le haut clergé du Vatican, par ces Illuminati, et c'est la raison de la destruction des cathares. Les draconiens sont à la base des croyances catholiques, mais aussi les autres courants chrétiens, comme le péché originel, lié à la construction du mythe de la crucifixion d'un avatar mort pour racheter le péché de l'homme. Quel poids de culpabilité cela met sur l'humanité, c'est extrêmement lourd à porter et à assumer, même dans l'inconscient. D'autres associations sont Black Sun, déjà cité, les chamans, Curandera et Dramine, le vaudou haïtien et africain. Ils sont à l'origine de distorsions dans des textes toltèques et aztèques, incas, islamiques, dans la Wicca, le paganisme et le Reiki. Maintenant, nous pensons que vous pouvez être à même de percevoir les distorsions les plus évidentes, pas celles qui se font passer pour le bien qui combat et enchaîne le mal, mais celles comme le dieu vengeur, paternaliste réclamant des offrandes pour être satisfait, manipulation de force pour obtenir des pouvoirs, invocation et idolâtrie d'entités extérieures, les dieux, thème du péché originel et de la souffrance liée que doit donc subir l'humanité, dévalorisation forte de la femme, sacrifices humains et animaux, non-description du potentiel évolutionnaire et donc de sa libération de sa condition actuelle. Nous continuons la description des reptiliens avec les Dracos qui ont été créés par hybridation forcée il y a 1 million d'années. Leur dieu d'origine est donc la Terre et ils se sont donc arrogés unilatéralement le droit de la dominer. Ils ont été responsables de pas mal de problèmes il y a longtemps qui seront détaillés ultérieurement. Ils ont subi un exil forcé de la Terre à cause de ceci. Comme pas mal le savent déjà, il existe une race, les Néphédem, capable de changer de forme et d'adopter celle qu'ils désirent. Vous trouverez pas mal de choses là-dessus sur le web. Tapez par exemple Reptilian Shape Shifter. Ceci est confirmé avec les sens supérieurs, mais attention toutefois, avec toutes les sources éventuelles que vous trouverez, de toujours conserver votre discernement, car certaines ne sont pas authentiques. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qui apparaît comme extravagant doivent être d'emblée rejetés,
mais plutôt dans le sens de confronter divers points de vue proposés que vous trouverez. Mais ce n'est pas toujours maîtrisé comme ceux qui ont le sens supérieur correspondant lié à un processus évolutionnaire. Ils ont donc infiltré l'Amérique, nord et sud, et en particulier le Brésil, Cuba, le sud des USA, souvenez-vous de la guerre de sécession, et l'affiliation des Illuminati sudistes dans un message précédent, mais aussi l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Égypte, l'Australie, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal. Ils ont occasionné des distorsions dans certaines traditions chamaniques, ils promeuvent les versions falsifiées des modifications environnementales, ils ont implanté certaines technologies responsables de désordre sur Terre, en particulier des technologies employant des ULF soniques, des ondes ultra basse fréquence. Ils utilisent des projections astrales pour inciter à du sexe astral. Nous constatons hélas que pas mal de personnes encensent de telles pratiques car ça procure de super entre guillemets sensations, mais qui permet d'installer des implants dans le corps astral des participants. Une pratique donc à déconseiller fortement. Les Audicrons, qui ont aussi d'autres noms, sont en provenance d'Orion, à l'Ilam précisément, comme les Draconiens, et de Vega dans la Lyre. Vous avez encore une correspondance indirecte ici entre le nom de ces entités et Orion. Le mot Orion est totalement inclus dans Audicron. Il y a trois races principales. La première, qui a donné le nom générique de ces entités, dont l'apparence est reptilien et les hominidés, dont nous avons vu que certains faisaient la confusion en attribuant cette conformation aux Dracos. La deuxième est connue sous le nom d'Enlil, hybride Audicron, Anunnaki, Niburien. Et la troisième connue sous le nom de Bellicudiem, hybride Audicron, Anunnaki, humain. La représentation iconographique du diable est inspirée de ce groupe d'entités, ce qui montre l'interaction physique il y a longtemps avec ce type d'entité. La représentation iconographique populaire du diable montre de façon évidente que l'humanité était en contact étroit avec ces entités et que l'association avec le diable provient justement de l'attitude fortement intrusive de ces entités à l'encontre de l'humanité. Voici quelques Illuminati célèbres de cette branche: le roi romain Romulus, le roi Atlas, qui a réellement existé, le roi Horus, sumérien égyptien. Ils ont principalement infiltré l'Égypte, l'Amérique centrale, certaines tribus indiennes d'Amérique, d'où chez certaines une propension à la guerre, le Mexique, Hawaï et les îles polynésiennes, l'Afrique du Sud, pas le pays mais le sud du continent, l'Italie, la Grèce, l'Angleterre et l'Allemagne. Ils ont introduit des distorsions dans certains enseignements égyptiens, paganiques, chamaniques, dans Kahuna, culte sorcier hawaïen et chrétien. Les cultes du crocodile et les cultes du faucon égyptien, le vaudou malaisien et l'ordre Maitreya sont liés à ces entités. Voici une image qui est très ressemblante, c'est pour faire réaliser qu'il s'agit vraiment de créatures biologiques réelles, pas des images symboliques, et que l'interaction physique avec l'humanité, il y a longtemps, est restée dans la mémoire collective. Poursuivons la description des entités intrusives, 14 groupes en ce qui concerne notre matrice, par le dernier groupe reptilien encore à décrire. Pour finir avec les reptiliens, voici rapidement les tétans, récemment entrés en action après avoir été absents de notre matrice depuis très longtemps. Ils sont attirés par le cycle actuel pour les opportunités possibles que ceci ouvre pour ces entités et responsables de l'activation naturelle, en raison du dépassement d'un seuil de fréquence antichristique, du second processus de réinitialisation. Disons rapidement qu'il s'agit d'un inspire divin anticipé, c'est-à-dire de l'extérieur de la création, notre position actuelle, vers l'intérieur de la création, plus proche de la source divine. Il s'agit donc d'un saut évolutionnaire important, beaucoup plus qu'une ascension dimensionnelle dans une même matrice, et qui dès lors nécessite une préparation adéquate et plus longue de la Terre et de ses formes de vie, en raison des très hautes fréquences à assimiler, beaucoup plus importantes que celles des dimensions de la densité supérieure, la 4e, 5e et 6e dimension par exemple.
ce qui entraîne aussi le fait que les dates précédemment anticipées pour des changements majeurs, comme le 21 décembre 2012, ne sont plus aussi porteuses de modifications radicales. Mais revenons-en aux Tétans, qui sont les entités les plus puissantes actuellement du côté des entités intrusives. Ils sont aussi comme tous les reptiliens issus d'Orion, et particulièrement de Theta, d'où leur nom de Tétan, encore une analogie entre nom d'entités et non soit de galaxies, de constellations ou d'astres, même si ce n'est pas toujours le cas, comme par exemple avec les Anunnaki que nous verrons ultérieurement. Ronebard et la scientologie sont liés à ces entités. Voici maintenant les Anunnaki, uniquement les entités déchues de cette race, certes constituant la plus grande partie. Comme les reptiliens ont donné l'iconographie du diable, vous allez vous rendre compte que les Anunnaki ont fourni pour un groupe l'iconographie de la sorcière et ont aussi donné pour deux groupes les noms Satan et Lucifer, associés au diable, ces deux termes étant parfois associés ou dissociés. Les reptiliens et les Anunnaki ne sont pas les seules entités intrusives, comme vous avez pu le constater, mais les plus actives, ceci expliquant cela. Ce qui montre la mémoire des peuples quant à l'impact de ces entités et du contact sensoriel physique à une certaine époque de l'humanité. Il y a 5 groupes Anunnaki à analyser. Les Anunnaki géoviens proviennent d'Aveion dans la lyre, de Sirius A, d'Arcturus, d'Alpha Centauri, d'Andromède et d'Orion, du trapèze d'Orion. Ce sont les entités qui ont le plus infiltré et déformé de loin et de façon très subtile notre histoire. Il y a des rois de Lémurie Anunnaki déjà comme les Adamiens. La souche pure, sans hybridation et originale, c'est-à-dire la première des Anunnaki, est parmi les Géoviens. Leur champ morphogénique ressemble à des dauphins, hominidés, et sont originaires de Sirius A. Les autres principales races dérivées sont les Géovaniens, les Ophanium, les Néphites ou Noassim, ou encore Zadok, relaté dans le livre des Mormons, les Shrikihel, incarnés sur la terre en dauphin, les Syriens, les Arcturiens et les Lyriens. Il y a aussi des Gardiens avec le même nom, donc attention à bien faire la distinction, et les Morantiens ou Néphilim. Des organisations géoviennes dont certains discutent pas mal sur quelques espaces de discussion sont la Fédération des planètes, liée à la Fédération galactique, Ashtar Command, le Conseil Niburien, The Niburian Council en anglais, la Ligue Noire d'Orion, Baal, voire les prêtres de Baal contre Élie dans l'Ancien Testament, Bélil ou Adam Kadmon, ou la lignée davidique de l'Ancien Testament, falsification en prétendant que c'est le premier nom de l'humain. C'est assez courant de ces Anunnaki de se faire passer pour les ancêtres et créateurs de l'humanité. Et enfin, la coalition pléadienne niburienne. La Fédération galactique, Ashtar Command, le Conseil niburien, concerne aussi les Anunnaki lucifériens, que nous verrons la prochaine fois. Les rois Larsa, Assa, les Sadducéens, les pharisiens sont liés à ces entités. Ils ont harcelé certaines races, comme les Hébreux originels et les Indigos esséniens. Ont dans une moindre mesure infiltré les Yus, chinois et tibétains, les Sumériens, les Égyptiens, le Moyen-Orient et toutes les cultures américano-européennes en Occident. Les Néphilim ont causé des distorsions majeures d'enseignements christiques universels présents en Lémurie, Atlantide et chez les Esséniens et transmis initialement par l'Alliance Émeraude, vaste organisation de toutes les entités de la matrice, reconnaissant et vivant selon les principes christiques. Les Néphilim ont causé aussi des distorsions dans le protestantisme et sont à l'origine du livre d'Urantia, et leur influence est importante dans les textes mormons. Les Néphites ou Morantiens sont à l'origine des distorsions les plus populaires. Yahvé, l'histoire falsifiée du soi-disant Dieu, Jéhovah, ils sont à l'origine de la fausse histoire des 12 tribus d'Israël et du détournement de Métatron, l'archange Michael qui va soi-disant terrasser le dragon, ce qui signifie la victoire espérée et anticipée des Anunnaki sur les reptiliens. Ils sont donc aussi à l'origine de la Kabbale falsifiée, texte traditionnel et hassidique, l'arbre de vie à 10 ou 11 centres au lieu de 12, et ont enlevé 6 lettres à l'alphabet hébraïque. Ils sont également très présents dans les channelings, voire l'archange Michael ou Merlin.
Parmi les plus connus, il y a Ashtar Command et la Fédération Galactique, cette dernière ayant souvent fait défection au profit des gardiens au cours de l'histoire. Ils ont des sociétés très hiérarchisées et militaires, voire par exemple Ashtar Command. Ils ont l'apparence d'humains parfaits et extrêmement beaux, d'après les critères esthétiques en vigueur sur Terre. Il y a des représentations d'Ashtar qui circulent abondamment sur le net, un des piliers du channeling New Age. Souvent blond, mais aussi brun, avec des yeux bleus et portant une robe blanche. L'ancienne superstition musulmane qui veut que ceux qui ont les yeux bleus soient maudits et portent malheur provient de cette caractéristique luciférienne. Ce qui ne signifie pas que les humains sur Terre ayant les yeux bleus soient lucifériens. Triste superstition d'ailleurs, comme les chats noirs. C'est aussi pour cette raison que Lucifer est représenté avec une grande beauté esthétique, mais très froide. La mythologie des dieux olympiens provient d'eux. Ils sont à l'origine de la conception falsifiée de l'expression « maître ascensionné », très souvent rencontrés dans le channeling. Les Anunnaki lucifériens sont issus de Vega dans la lyre, d'Alcyone et de Sirius A. Les plus connus sont la Fédération Galactique, Ashtar Command et le Conseil Niburien. Vous trouverez abondamment du matériel de lecture, y compris sur Internet, sur ces trois groupes. Les principales races sont les Bellicudièmes, déjà cités à propos des Marduk, les Borja, forme de petits hominidés bleus, et les Bellima Atma, selon les critères esthétiques humains, apparence humaine parfaite, d'une grande beauté physique, blond ou brun avec des yeux bleus. Un exemple est l'iconographie d'Ashtar, et ils apparaissent souvent avec des robes blanches. Les Illuminati historiques leur étant affiliés sont une lignée falsifiée d'Isis, Ixos. Ils ont infiltré la Russie, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Écosse et l'Amérique. Ils sont responsables de distorsions dans les textes protestants et dans les écoles initiatiques d'Isis. Certains channelings pléadiens proviennent d'eux. Ils sont responsables de beaucoup de contacts ovnis. Ils sont à l'origine des dieux olympiens de Rome et en Grèce, analogie avec leur apparence parfaite. Les enseignements rosicruciens en relation avec le paganisme et à tort confondus avec la Rose-Croix originelle et la franc-maçonnerie sont très largement infiltrés et falsifiés par ces Anunnaki. Les seuls maçons initiés, c'étaient les bâtisseurs de cathédrales, les francs-maçons opératifs, pas ces organisations pseudo-initiatiques regroupant de riches financièrement, Illuminati, et ayant détourné cette appellation. Les Illuminati les plus actifs, qui ont une très grande part dans ce qui est appelé gouvernement mondial, sont issus de cette branche Anunnaki. Ils sont très présents aux États-Unis et sont à tort considérés comme les seuls Illuminati, certainement à cause de leur intense activité qui ne passe pas inaperçue. Ils sont les faux créateurs du faux ordre rosicrucien de l'alpha oméga. Beaucoup d'écoles se réclament de la rose plus croix, sont des falsifications. Ils sont à l'origine des faux contacts par channeling et qui se déclarent être Mère Marie. Le groupe qui suit a pour nom Marduk, Drahmin, Anunnaki, Satan, du nom d'une lignée Anunnaki ou plus simplement Satan. A noter ici que ça n'a pas le sens exotérique de diable, mais qu'il s'agit bien d'un groupe particulier d'entités intrusives particulièrement sombres. Vous allez le constater avec toutes les associations à venir. Et ça montre aussi comment agissent ces entités et ce que ça représente dans l'humanité. Ils sont en provenance d'Alpha Centauri, Sirius B, Al-Nilam dans la constellation d'Orion, Alpha Draconis et Nibiru. Les races principales sont Drahmin, Dragon, Queen, Anunnaki, hominidés reptiliens insectoïdes, Satosa, Anunnaki syrien humanoïde à cheveux noirs, peau olivâtre et nez crochu, ça a donné l'iconographie des sorcières. Juste pour les citer ici, la lignée royale Satin était présente en Atlantide. Illuminati post-atlantéens, les rois acadiens et leur lignée, aussi présente en Chaldée et à Babylone. La lignée égyptienne Seth. Ils ont infiltré donc la Sumérie, la Chaldée, Babylone, l'Égypte, mais aussi dans une moindre mesure les Indiens d'Amérique, Kota, l'Angola, l'Ouest africain en général et la Russie. Les associations sont donc Drahmin Dragon Queen, l'histoire et les pseudo-écoles initiatiques de Seth, la nécromancie, aussi connue sous le nom de Bible satanique, le satanisme, le Ku Klux Klan, Rasputin, le personnage historique,
et les channeling apparentés aujourd'hui. Ils ont causé des distorsions dans les textes islamiques et hébreux. Tout comme les reptiliens ont fourni l'iconographie du diable, ces mêmes Anunnaki ont donné des noms attribués au diable comme Satan et Lucifer. Tout ceci est logique car ce sont les groupes les plus intrusifs et responsables des plus grandes infiltrations, courants antichristiques, et responsables de destruction, de guerre et de malheurs en tout genre sur la Terre et donc pour l'humanité. Le premier groupe a un nom composé qui provient de ces deux familles d'affiliation, les Marduk Anunnaki lucifériens. Ils sont en provenance d'Alpha Omega Centauri, de Nibiru et de Tiamat. Les principales races sont Vichorites, aspect morphogénique reptilien insectoïde hominidé. Je vous épargnerai les affiliations précises, c'est-à-dire les contributeurs de cette hybridation, ça alourdirait sans réellement apporter quelque chose d'indispensable pour les appréhender. Vichor, aspect humanoïde blond platine, très clair, hybride Vichorites Anunnaki pléiadien, voire Anunnaki luciférien. Les Illuminati historiques, nous ne mentionnons pas ici l'Atlantide maintenant, mais plus tard dans le topic. Nous avons donc les rois babyloniens et sumériens, Vicherus, les Vikings, Scandinaves et les Hyksos. Les infiltrations de populations humaines concernent dans l'époque post-atlantéenne la Scandinavie, l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse et en particulier le clan MacGregor. Ils sont très infiltrés chez les francs-maçons. Ils sont en provenance de Tiamat, d'Avalon dans la Lyre et de Nibiru. Les principales races sont Enlil et Bellicudiem, voire les Odicrons. Leur apparence, champ morphogénique, sont très proches comme décrit précédemment, les reptiliens et les hominidés. Les Illuminati historiques leur étant affiliés sont les rois grecs d'Arcadie, le roi atlante Atlas et sa lignée, le roi Horus d'Égypte, le roi romain Romulus, le roi Sachéon Gual, un peuple lié aux Saxons germaniques. Ils ont infiltré l'Égypte, sous Horus, l'Afrique, l'Arcadie, l'Amérique du Sud, les Incas particulièrement, avec l'introduction des rites sacrificiels humains et animaux, le nord-ouest de la France et le sud de l'Angleterre, dans une moindre mesure certains Indiens d'Amérique. Comme nous le détaillerons plus tard dans ce topic, ils ont créé Néandertal, rien à voir avec l'histoire de l'humanité comme la version officielle Illuminati veut le faire croire. Petite parenthèse dans la parenthèse, n'avez-vous pas remarqué ce bourrage de crâne avec la multiplication de tous ces docu-fictions sur les soi-disant ancêtres de l'humanité? Ils étaient en fait des entités esclaves pour l'exploitation de mines d'or en Afrique en particulier. Nous décrirons plus tard pourquoi cette exploitation et reviendrons sur Néandertal et Cro-Magnon, ce qui n'a rien à voir avec la valeur marchande ou esthétique attribuée sur Terre, mais ça a un rôle bien concret pour eux. Leur activité couvre largement la période atlantéenne. En Égypte, ils ont créé les écoles mystiques du phénix et du faucon. Ils ont créé les traditions chamaniques du faucon, tous les cultes du faucon et ceux du crocodile. Les Nubis, Mayas, Toltecs, Olmecs, Indiens d'Amérique proviennent d'eux. Ils ont aussi infiltré les Gaulois, d'où certaines tendances à la conquête de certains. Ils sont originaires de Nibiru, de Tiamat et d'Aveyron, dans la Lyre. Les races principales sont les Améaliens, Enki, Thoth Enki, lignée Lolitan de Thoth, et les Essessani. Ils ont des liens d'ascendance avec les Anunnaki et certaines entités liées aux États. Ils ont un aspect humanoïde avec différentes caractéristiques, dont Enki qui ressemble à la description du groupe Satan, qui a donné l'iconographie de la sorcière. Les Illuminati historiques sont les lignées royales d'Osiris et de Thoth, lignée royale d'Amulius, lignée royale liée à Jules César. Il s'agit de la force dominante dans le gouvernement mondial Illuminati. À part l'Atlantide, qui ne serait pas abordée ici, ils ont infiltré la Sumérie, l'Égypte, les Incas, les Mayas et l'Afrique. Ils sont associés aux dieux olympiens, à Quetzalcoatl, aux écoles Osiris, Isis, Horus. Ils ont imposé le calendrier maya falsifié, le calendrier julien, à Rome.
Aristote s'est approprié et a détourné une partie des enseignements christiques originaux de l'Alliance Émeraude, dont la célèbre table d'émeraude dans son incarnation en tant qu'Hermès. La fraternité du serpent est aussi une école mystique, Enki. Sont également Enki les channels de Lord Melchizedek. Ils sont responsables de distorsions dans le protestantisme. Les andromies sont des hybrides dont le champ morphogénique apparaît comme une hybridation insectoïde, scarabée, reptilien à forme hominidée. Ils sont originaires d'Andromède, constatez encore le lien entre le lieu d'origine et le nom des entités, Andromède, Andromie. Comme précisé à plusieurs reprises, ces multiples analogies ne sont pas dues au hasard, mais au fait que les anciens connaissaient parfaitement ces entités, cette connaissance se perdant après l'Atlantide et ne demeurant connue que par certains initiés. Ils proviennent aussi d'Alpha Oméga Centauri. Mais le plus important est de connaître leurs associations. Un très connu est Raël et les Elohim, avec lesquels il prétend être en contact, ne sont en fait que des andromies. Le terme Elohim a été tellement employé et détourné. Raël, tout comme Hitler, sont donc des hybrides andromies humains. Donc ce qui est appelé un Illuminati, hybride entité déchue humain. Il a été vu une fois sur un forum quelqu'un d'ailleurs qui louait Raël. Il disait être en contact par channeling avec les Elohim et prétendait qu'Hitler était, selon ses dires, un maître ascensionné. Ce ne sont pas des coïncidences fortuites. Il appréciait aussi beaucoup les Anunnaki et les Men in Black. Il y a donc plusieurs types d'Illuminati, et pas seulement donc les réduire à ceux qui dirigent dans les faits les USA depuis quelque temps maintenant, et dont nous reparlerons une autre fois, et qui sont donc rivaux entre eux. Les Sadducéens sont aussi des Illuminati de la même appartenance, les pharisiens sont d'une autre appartenance. Il n'est dès lors pas du tout étonnant de leur forte opposition et animosité envers Jésus. Ces Illuminati se sont répandus et ont infiltré l'humanité en Mongolie, en Chine, au Japon, au Tibet, au Brésil, au Chili, en Turquie, chez les Indiens Anastasie, chez les Hébreux, en Égypte antique, chez les Mayas, et ont amené entre autres les sacrifices humains. Ils sont responsables de distorsions dans le bouddhisme, et en particulier dans certaines branches tibétaines, et dans le christianisme. Ils sont d'ailleurs responsables aussi de l'introduction d'une angéologie pas très claire. L'autre Jésus, en particulier, Jéchoua, a voulu faire éclater toute cette superstition, cette bigoterie qui ne retrace pas ce que sont les gardiens. Ange gardien vient de là, ange veut dire messager de Dieu, ce que sont les gardiens que nous avons déjà évoqués. Jéchoua venait émanciper les humains, leur faire prendre conscience que chacun était prêtre et roi, que l'humanité était souveraine, qu'elle pouvait être libre et devait briser le veau d'or que représente toute cette angéologie, ces prêtres exploiteurs et ces rites superstitieux et rigides. Et ça ne leur a pas plu à ces prêtres Illuminati. Toute cette angéologie vient des distorsions introduites en Égypte antique, ou des cultes d'adoration à des entités extérieures issues d'une très subtile déformation des enseignements purs et authentiques de l'Égypte. Par ce biais, un pouvoir temporel énorme était confié aux soi-disant prêtres. D'autres créations des andromies sont tirées de cette angéologie, ce qui n'est pas appelé la hiérarchie angélique. Lord Melchizedek, là aussi, terme à l'origine très lumineux, est détourné par la suite. Le terme archange s'applique aux êtres de la troisième densité et ange aux êtres de la seconde densité. Mais étant donné la récupération par la fabrication d'êtres déclarés supérieurs à l'humanité dans l'angéologie, notamment les nombreux soi-disant anges et archanges, par les entités déchues de ces termes, ils seront rarement repris ici. Il y a aussi Kryéon, Cortéum, les faux channeling des Sananda Jésus, très en vue dans le New Age, la dite hiérarchie angélique, les faux maîtres ascensionnés, très courants aussi dans le channeling.